Salut, camarades de la chose ludique, bienvenue dans ce C'est Dispo matinal, parce que celui qu'on a tourné hier soir, eh ben il a planté le fichier. C'est comme ça. Du coup, allez hop, c'est le matin, on se retrouve et on va vous refaire la même qu'hier soir que vous n'avez pas vu. Si vous êtes abonné à notre chaîne de podcast, j'ai uploadé en podcast le son de l'enregistrement d'hier. Oh. Du coup, vous pouvez avoir, les gens qui écouteront le podcast n'auront pas la même version que ceux qui regardent la vidéo. On fait le jeu des 7 différences. 7 différences, vous êtes 20 000 abonnés à cette chaîne et ça fait plaisir et assez nombreux chaque semaine à regarder C'est Dispo, l'émission dans laquelle on passe en revue tous les jeux de société sortis dans la semaine au passe-temps, mais un peu plus ailleurs en France, et on essaie de vous conseiller en vous disant voilà, celui-là il marche comme ça, il s'adresse à telle personne. Au passage, on essaie de glisser de temps à autre un peu nos avis, parce que bon, à 20 sorties par semaine, il y a des trucs qu'on apprécie moins, vous pourrez vous faire une idée de à quoi ça correspond. Dans cette version matinale, vous croiserez sans doute Amandine, Tony qui prépare vos petites commandes internet, qui attrapent vos jeux pour pouvoir vous les expédier pendant la journée. Parce que tous les jeux que vous voyez dans le C'est Dispo, vous pouvez nous les acheter pour que nos petits lutins de C'est Dispo vous les préparent et puissent vous les expédier chez vous. Au passage, ce soir, vous allez avoir un truc, vous allez avoir ce soir sur la chaîne vendredi la finale des Olympiades du passe-temps. Alors, je vous demanderai un truc. Moi, je ne sais pas. On sait pas. Ça, c'est très drôle. C'est très drôle. Je ne sais pas qui a gagné les Olympiades. Parce que moi, je dis que j'ai gagné. Ah non, ça m'énerve. Nicolas dit qu'il a gagné. Et Nicolas dit qu'il a gagné aussi. On ne sait pas. C'est insupportable. Ça fait 2 mois. Parce Ça qu'on a fait- tourné ouais. fin juin. Ça 2 fait- mois qu'ils sont dans l'attente. Ah, c'est infernal. Nous, on regarde la vidéo tous ensemble lundi. Parce que ce soir, on a des parties d'insondables et que machin. Donc, si vous venez au magasin, si vous regardez les commentaires, merci de ne pas nous spoiler qui a gagné ces fichues Olympiades du passe-temps. Hein, je sais déjà que c'est pas moi, je suis déjà suffisamment triste. Allez, on commence de suite ce C'est Dispo de la semaine avec le gros truc. Voilà, ce jeu que nous, clairement, dans tout ce que vous allez voir, on a le plus commandé, sur lequel on s'investit le plus. Parce qu'on y croit, parce qu'on kiffe. On vous en a déjà parlé sur le C'est Dispo au Festival d'Alchimie du jeu. C'est Maudit Maudit. On vous en a déjà parlé sur le C'est Dispo d'il y a 15 jours parce qu'on avait eu quelques boîtes en avant-première. Maudit Maudit, un jeu de... C'est Rémi Saunier et Nathalie qui ont fait ça, non? Oui, et Laurent Prin, je crois. Et Laurent Prin. Ils sont 3 dessus. Voilà, c'est Cocktail Game qui édite ça, donc ça n'aura pas l'as d'or. Qu'est-ce que c'est Maudit Maudit? On est sur du jeu à la Codenames, tout ça, du jeu d'association d'idées. Mais on est sur la version, je joue dans mon canapé, je joue dans ma voiture, j'embarque ça en pique-nique, parce que vu qu'il y a le réchauffement climatique, et bien même en septembre, on peut encore faire des pique-niques, il fera encore un bon 32. Voilà Un été indien, comme le disait Joe. Ah ouais, tu sais que c'est une des rares chansons que je connais en allemand. Mais oui, September Wind. Très très bonne en allemand d'ailleurs. Alors, voici comment ça marche. Votre but est de faire deviner un mot aux autres joueurs. Alors, on est clairement dans du pyramide. Vous avez un mot et vous avez un nombre de coups en lequel vous devez faire deviner. Par exemple, vous devez faire deviner pomme en 4. Vous devez faire deviner biche. Non, c'est pas biche, c'est embouteillage en 2 indices. Bien. À partir du moment où quelqu'un a trouvé, il gagne la carte et hop, on retourne une nouvelle. Vous devez faire deviner cuillère en 4 indices, lettre en 2 indices. C'est quoi ces fameux indices? Eh bien, on est dans du codenamed. Vous allez donner un mot indice aux autres joueurs. Si par exemple, je dois faire deviner, je sais pas, cuillère en 4, alors je vais dire pot. Parce que la cuillère à peau. Parce que la cuillère à peau. Alors pot, les autres vont me dire pot, qu'est-ce que c'est la peau, machin? On va dire bocal, non, c'est pas ça. Je vais donner un nouvel indice, je vais dire café. Et hop, hop, hop. Mon but est qu'ils trouvent au 4e coup. Si les joueurs trouvent avant, ils remportent des points, mais moi, je n'aurai rien. S'ils trouvent après, là, pour le coup, j'ai pas de points non plus. Si au bout du 4e, c'est pas trouvé, bim, ça s'arrête. 4e coup parce que t'as écrit 4. Parce qu'il y a écrit 4. Et nous, on sait pas. Vous n'en savez strictement rien. Par exemple, Sébastien, je retourne tout ça. Attention, petit exemple. Je vais être merveilleux. Alors, waouh, je vais dire... Ah là là, la vache. Donc tu Allez. réfléchis. Oui. Je vais prendre celui-là. Ok. Alors, je commence par... savane. Ok. Amandine, tu dis parc, c'est Ouais. pas ça. Moi je dis gâteau. Savannah Park. Ouais. Tu dis gâteau. Gâteau. C'est pas ça. Je vais te dire... Vas-y si tu veux. Je vais Ah, dire, bah non. je vais dire... Tony dit Marron. savane marron. Savane marron. Arbre. Non, c'est pas arbre. Arbuste. C'est pas arbuste, Tony. Arbuste Dumbledore. Les joueurs ont joué à 3 propositions autour de la table. Nous- C'est le matin, dit Tony. Ok, donc rien. Je vais te dire
Lyon. Crinière. Oh, vas-y. Ah, mais. Yes, tata. Bah, je devais le faire deviner en 4. Décidément, je gagne tout. Oh, j'ai gagné tout. Ok, Amandine, tu remporteras 3 cartes. Hop, et moi, j'aurai que mes yeux pour pleurer. C'est la personne désormais à côté de moi qui va faire deviner. Vous l'avez compris, c'est tout couillon. On tire des cartes, on fait deviner. On est sur du pyramide. Il vous manque juste Marie-Ange Nardi et Pépita. Patrice Laffont. Mironton et Barjabul, évidemment. Une véritable petite pépita ludique. Bon, c'est Maudit. C'est tout couillon, ça vaut 18 €. Ça, vous achetez ça, vous y jouez en famille, à Noël, en voiture, vous y jouez assez partout. Je disais ça, je pense, en voiture, ça pourrait remplacer ou faire un deuxième jeu en plus de mystère pour jouer en voiture. Mais c'est du jeu du fin de soirée, c'est du jeu auquel tu peux jouer à 2h du mat quand t'es épuisé et tous les gens sont un peu bourrés dans les canapés à la fin de la soirée. Mais je crois que c'est écrit dans la règle, ce jeu ne peut être joué que dans un canapé complètement vautré. C'est ça. Moi, le jeu auquel je joue dans ce genre-là, c'est Mystère de Daniel Codebar, édité chez Yellow. Et ça c'est trop cool. Il s'appelle Code Barre. Il s'appelle Code Bash, mais Ah oui. je trouve ça Bah quand même oui. plus rigolo de dire Code Bar. Oui. Voilà. Et petit passage à Mathieu Delcoux qui regardera peut-être cette vidéo. Il y a 2 semaines, je devais faire deviner roi. Comme indice, j'avais dit bleu. Ouais. Et Comme alors, la couleur le bleu roi. Il a dit « Moi, j'aurais donné à Sébastien une pénalité parce que tous les rois ne sont pas bleus. » Alors, je tiens à rétablir la vérité. Le bleu roi est une couleur qui existe. Cet indice était valable. dans Maudit, il y a des façons de donner des pénalités pour dire que ton indice n'était pas bien. On y a un système de comptage de points. Je vous avouerai que toutes les fois où j'ai joué à Maudit, on n'a pas compté les points, on s'en fichait un peu, et c'était un peu à la cantonade, un peu la foire du village, quoi. Je pense que c'est quand même important de le jouer de la bonne façon, tu vois, de dire effectivement, il faut que le mot soit deviné en bon nombre d'indices. Ça, oui. Et que du coup, D'accord. je vais pas donner des indices qui n'ont rien à voir pour dire ah bah au dernier moment, je dis le mot qui va faire trouver. Il y a une satisfaction de dire j'y suis arrivé, pas arrivé, qui à mon avis est suffisante par rapport aux points. Pour autant, quand tu veux un jeu, il faut mettre un système de score, faut mettre un truc à l'intérieur. Comme dans Concept. Faut-il l'utiliser par la suite? Bien. Ça, Maudit, c'est un jeu que vous allez pouvoir jouer, à 2, mais quand même 3, 4, 5, on est sur du jeu de groupe. Cette semaine, c'est la fête aux jeux solo. Vous allez voir qu'il y a 8 jeux qui se jouent en solo, qui sont sortis cette semaine. Bon, c'est un peu la tendance du moment, là c'est un peu l'épiphénomène. Yellow a sorti 10 jeux cette semaine, 6 de ces jeux sont des rééditions, enfin c'est toute une collection. Ces jeux, c'est la collection qui désormais s'appelle Impatience, la collection de Shadi Torbey, qui a notamment été popularisée par le tout premier jeu de la collection, Onirim. Ils ressortent, ils sont de nouveau maintenant réédités sur le marché. Alors il y en a 6 cette fois-ci. Vous avez peut-être déjà croisé sur votre vie ludique et dans les boutiques à gauche à droite de France et de Navarre, Onirim, justement. Le deuxième à être sorti historiquement qui était Sylvion. Après, il y avait eu Castellion et il y avait eu Nautilion. Chacun avait eu des commercialisations plus ou moins confidentielles, des tirages assez faibles. Maintenant, ça y est, ils sont là, ils sont reparus. Ils ne sont pas reparus seuls, il y a 2 autres jeux de la collection qui sont sortis, que sont Aérion et Stellarion. Bien. Ça va être un peu roboratif de tout vous les expliquer. On va passer en revue, j'espère un peu succinctement, un peu de manière assez dynamique, les 6, quelles sont leurs différences. Mais déjà, ce qu'on peut vous dire de ces jeux-là, c'est qu'ils ont tous des points communs. Premièrement, ils sont tous le même auteur. Très bien. C'est tous la même illustratrice qui s'appelle Élise Lucé. Élise Lucé. Oui. Et l'auteur est Shadi Torbey. Et Philippe Guérin aussi qui a bossé, je crois, sur les graphismes. Ok, Élise Plessis. Élise qui a fait Plessis, les oui. graphismes. Alors les graphismes que vous verrez, qui sont assez, enfantins, il y a un petit côté crayon de couleur, mais ça participe à avoir une ambiance graphique qui dénote du reste. Est-ce que... C'est vrai, enfin, je trouve, vraiment, je le disais déjà hier soir, mais c'est vraiment, je trouve ça trop beau. Ouais, c'est clivant, mais au moins il y a une proposition. Moi, ça me plaît pas des masses, mais je préfère 100 fois jouer à ça qu'à bien des choses qui ont des graphismes, pour le coup, totalement fainéants, on va dire. Bien. Ça, pas de graphique, même auteur, on est bon. Même format de boîte, qui coûte entre 27,50 € et 30 €. Non, 22,50 et 25. Allez, 22,50 et 25. C'est moins cher que gratuit. Allez, cadeau, c'est pour vous. On est donc un peu dans les mêmes gammes de prix. Ce sont tous des jeux qui sont faits pour être joués en solo. Vous pouvez également y jouer à 2. Il y a toujours des petites variantes dans chaque jeu pour dire voilà, si vous voulez y jouer à 2, adaptez-le comme ça. Ça, c'est la base de tous. Ils se jouent tous en 10, 15, 20 minutes, mais c'est des jeux quand même, mine de rien, assez rapides. La lecture de la règle se fait assez rapidement aussi. C'est si c'était imprimé sur des feuilles A4, ça serait recto verso une feuille et bam, en avant, vous pouvez commencer à jouer. Vous allez me dire, du coup, le livret de règles, pourquoi il est aussi grand sur chaque jeu? Chacun de ces jeux-là comporte à l'intérieur des micro-extensions qui sont des modules qui sont là pour venir enrichir le jeu. Le jeu de base étant très simple, à chaque fois on va dire, et désormais il y a ça à gérer, il y a ça à faire.
plus de défis, plus de difficultés. Aussi également à chaque fois des petits bonus pour vous aider à vous développer face à l'adversité que rajoutent les modules au fur et à mesure des coups. Donc ça, ils ont tout ça en commun, ces jeux-là. Des jeux solo, avec des modules, du même illustrateur, assez rapide à jouer, pas très facile, pas très difficile à prendre en main. S'ils devaient en sortir un 7ème qui était un jeu d'association d'idées, est-ce qu'ils ajouteraient du coup des modules? Les maudits modules. Ah, ça serait... Alors, ils ont aussi une particularité. Effectivement, c'est donc tout cet univers. À chaque fois à l'intérieur, ils ont des petits jeux de mots, des trucs comme ça. Enfin, il y a, comment dire, les cartes ont des noms un peu particuliers. C'est assez charmant comme jeu. Il y en a 6. Castellion, c'est un jeu de recomposition un petit peu de royaume à la Columns, mais ça parlera à personne. Wario Woods, Dr Pilule, empilement de tuiles. Aérion, on est dans l'esprit un peu d'un Yams où il faut réussir les bonnes combinaisons pour reconstruire un vaisseau volant. Sylvion, c'est un deck building où on joue en tower defense pour éviter un incendie de se propager et de venir cramer la forêt. Stellarion, c'est un jeu de manipulation de pioches dans lequel on a 8 pioches de cartes sur la table, on essaie de trouver les bonnes cartes à l'intérieur et de faire en sorte que les cartes du dessus de la pioche arrivent à s'associer correctement. Nautilion, c'est un petit jeu de parcours dans lequel on doit jeter 3 dés, un pour nous, un qui va nous pourrir la vie, un qui fait avancer un vaisseau fantôme qui va encore plus nous pourrir dans tout ça. Et Onirim, c'est un petit jeu de patience dans lequel on va piocher des cartes d'un deck et il faut qu'on arrive à les jouer à la manière un peu d'un rami, on va dire correctement, à la fin de trouver des clés et d'ouvrir des portes. Voilà les pitchs généraux de ces jeux-là. Je ne sais pas par lequel on pourrait commencer un peu plus d'explications, un peu plus en détail. Est-ce que tu as une préférence? Bah alors, la préférence que j'ai, justement, c'est... J'en parlais un peu hier. Moi, j'avais embarqué Sylvion hier soir pour essayer de jouer pendant mon week-end. Ouais. Et ben en fait, le week-end commencera un peu plus tard. Ton week-end est foutu. Et Sylvion, j'y jouerai du coup cet après-midi, ou je ne sais quand. Tout comme notre fichier vidéo. On peut parler de Sylvion. Sylvion, je vous l'ai expliqué, c'est un deck building. Vous avez en fait sur la table un petit carré qui représente votre forêt, avec aussi bien des arbres qui au début sont magnificents et absolument verdoyants, et vous avez des forêts, un petit peu comme dans les Landes ou comme à Mospuéjoul, des trucs un peu cramés. Chaque fois qu'on va jouer, on va devoir tirer des cartes qui vont propager l'incendie, avec des cartes de flammes qui ont une force de propagation d'incendie. Ces cartes, vous verrez à la fin d'un tour, vont commencer à se déplacer pour essayer de venir ensuite arriver au gauche de la forêt qui nous fera cramer un arbre qui est sur le jeu. Nous, on va jouer avec des cartes en main. On en a 10 en main, et ces cartes-là, on va devoir les jouer à notre tour. Donc quand je dis on, vous serez seul au moment où vous y jouez, sauf si vous y jouez à deux, pour essayer d'éteindre les flammes, de faire apparaître des fontaines qui protègent, qui sont un peu des barrières et des boucliers. Ces cartes-là ont sur elles ce qu'on appelle un... Ah oui, un coup d'opportunité. Le coup d'opportunité. 2 points pour Sébastien. Qu'est-ce que c'est le coup d'opportunité sur les cartes? Elles ne coûtent pas, du coup, ces cartes à jouer, elles ne coûtent pas de l'argent ou des ressources, elles vous crament des opportunités. Celle-ci, si vous voulez la jouer, il y a écrit 3. Il va falloir, si vous voulez la jouer, que vous défaussiez 3 cartes de votre main. Donc, c'est autant de cartes d'opportunités que vous ne pourrez pas jouer. Ce qu'elles vous coûtent, c'est les possibilités. On aurait pu appeler ça le coup de possibilité, mais vous avez compris l'idée. Comme dans meilleurs jeux solo du monde, un Marvel Champion. Ah, il y a ça dans Marvel Champion? Et ouais, tu dépenses des ressources qui sont indiquées sur tes cartes, mais des cartes valent plus d'1 ressource, donc t'as un petit peu l'ambivalence. Les gens se rendent compte à quel point je suis nul en Marvel, même en Marvel Champions. Un jour, il faudrait que j'y joue quand même. Bien, on va venir comme ça au fur et à mesure éteindre l'incendie, poser des fontaines à l'intérieur, essayer de replanter les arbres, en fait, de les faire reverdir. Pouf. Il va falloir en fait au fur et à mesure du jeu qu'on arrive à lutter contre tout ça, que les decks s'épuisent. Et il faut qu'à la fin du jeu, lors d'une phase finale, on soit capable de replanter tous les arbres. Si à la fin du jeu, il y a encore un arbre qui est cramé, c'est perdu. Vous allez voir en plus des flammes qui apparaissent, des petites cartes avec des événements. Ça, par exemple, ça s'appelle un Simoon. Ah bah oui. Ouais, voilà. C'est vrai, alors cette fois-ci, je l'aurais trouvé. Parce que tu l'avais déjà dit hier, mais j'aurais pu le savoir. C'est le nom d'un truc dans les enfers, dans l'enfer de Dante, les Siméoniens, je crois. Ah oui, ok. Je vois vite fait. Et tu penses que s'il était sorti vraiment en 2022, les gens auraient trouvé ça woke de dire « Oh, c'est un message écolo, tout ça, on n'a pas besoin de ça dans nos jeux ». Sandrine Rousseau Édition présente Sylvion. C'est ça, donc on doit construire des Brigitte Fontaine pour éteindre Marie Laforêt. Oh là là. Allez, roulement, allez. On applaudit Sébastien, bravo. Ça, c'était Sylvion. Stellarion, c'est le plus chelou de tous, quand même. Déjà, regardez la couve, ça fait un peu bizarre. Et pendant que Amandine et Tony nous font un petit coucou d'au revoir. Les bras chargés de jeu. À tout à l'heure. Stellarion, c'est chelou, c'est un jeu de manipulation de paquets de cartes. Votre but est de faire en sorte qu'au-dessus de chacun des paquets donc qui vont, ces cartes-là vont s'appeler des observatoires, il va falloir que l'on positionne des cartes qui ont plusieurs choses dessus. Ici, c'est le type de carte qu'on va trouver. Ça, par exemple, c'est une fusée.
Je veux dire, c'est évident. Ça, c'est un trou noir, des anneaux, des étoiles. Il va falloir qu'on positionne 4 cartes qui appartiennent à la même galaxie. Par exemple, la galaxie Beta. Ça, c'est un alpha. Toujours. Voilà. Non, ouais. je suis nul. Alors, Je vais y arriver. ça, c'est Delta, j'ai retenu. Ouais, delta. Attention, c'est quoi celle-là là? C'est Sigma. Non, ça c'est gamma. Voilà. C'est les 4 premières lettres de l'alphabet grec. Alpha, bêta, gamma, delta. Est-ce que les Grecs ils connaissaient notre alphabet à nous? C'est débile comme. C'est vrai, c'est vrai. Ça n'a aucun sens. Votre but, donc, c'est de positionner 4 cartes qui portent la même lettre de l'alphabet, mais 4 cartes différentes. Une fusée, un anneau, un trou noir, une étoile. Vous allez avoir, en fait, comme ça, au fur et à mesure du jeu, 8 cartes qui vont être retournées dès le début de la partie. Votre truc, c'est que ces cartes-là, soit vous avez les 4, allez hop, je les dépense, je retourne les suivantes et j'embarque la planète qui va avec. Si jamais il n'y a pas ce qu'il faut, vous pouvez associer les cartes 2 à 2 pour déclencher des effets. Si vous décidez d'associer et donc de défausser 2 cartes qui vont être des vaisseaux, vous allez pouvoir, vu que c'est des vaisseaux, aller chercher dans une carte, dans un observatoire, qui sont des cartes, donc par exemple dans celle-ci, on nous dit les cartes qui vont se trouver sont forcément des anneaux. Oui, en fait, ça peut paraître aléatoire, mais je sais que dans ce paquet-là, il y aura que des anneaux, et il y aura en gros 2 anneaux de chacune des planètes. Voilà, Dans le paquet planète alpha, il y aura 2 types de cartes de la planète alpha. En associant les fusées, on va pouvoir chercher là où on veut. Si j'associe par exemple 2 cartes de galaxie, choisissez une carte dans une défausse, et hop, qui revient en jeu. Si j'associe des trous noirs, je peux mettre une carte dans mon avant-poste, qui est une petite réserve que j'ai sur le côté, qui va venir augmenter le nombre de cartes disponibles avec lesquelles je peux jouer. Votre but va être donc de manipuler tout ça. Attention à ne pas vous retrouver coincé. S'il y a un moment sur la table, il n'y a pas 4 cartes que vous pouvez vous servir pour explorer une galaxie, et il n'y a pas des cartes que vous pouvez combiner entre elles pour déclencher des effets, parce que tout a été défaussé, parce que ceci, boum, c'est perdu. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a un plateau à côté? Eh ben ça, c'est les modules. C'est le module avec c'est comment il s'appelle? Le soleil glauque. Le soleil glauque. Et en plus, vous allez véritablement vous déplacer à l'intérieur, éviter les trous noirs. Ça, c'est des cartes de trous noirs qui vont se rajouter. Ça, c'est des cartes avec des miroirs, des galaxies à explorer. Il y en aura de plus en plus au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Ça, au début, j'en ai 8, j'ajoute une extension, paf, j'en ai 9, 10. J'en ai dit, je crois que c'est 6, 8, 10. Tu rajoutes à chaque fois le nombre de galaxies à devoir trouver, à devoir débloquer. Stellarion. Si on passe sur Nautilion, hop là, encore une autre ambiance. On est dans un jeu dans lequel on est à bord du Nautilion, qui est un petit vaisseau. On va devoir le faire avancer sur tout un parcours et on va devoir récupérer des petits jetons sur lesquels on s'arrête, des jetons qui, quand on va les jouer, vont déclencher des petits effets spéciaux qui nous permettent de nous en sortir un peu mieux, de manipuler les dés qui vont être jetés. Parce que voilà. Il fait la tête celui-là. Ils sont top, hein. Ouais. Je vous ai dit, les petits personnages, les petites figurines, ok, c'est atypique, mais ils sont assez charmants. Et au moins, ça propose quelque chose. Ça nous fait voyager. Un peu autre Alors, part. voyager sans bouger, se laisser remporter, fermer les yeux, danser. Qui a chanté ça? Je ne veux même pas savoir. Camaro? Eh non, Christophe Laurent, le meilleur d'entre nous. Allez. Quand vous allez jouer à Nautilion, vous allez jeter 3 dés. Hein, c'est un jeu en 3D. Eh, Chaque fois que vous allez jouer, dans ces 3D, vous allez devoir en attribuer un à votre vaisseau, qui va avancer d'autant de points qu'indiqué par le dé, mais vous devez également en attribuer un au phare et un au bateau fantôme. Le bateau fantôme, le phare, lui, si vous lui attribuez des dés qui sont des 3 ou des 4, va venir dégommer des jetons que vous avez récupérés auparavant, parce que voilà, votre vaisseau, lui, récupère des jetons pour les mettre à l'intérieur du petit vaisseau. Il y a un ordre, il y a une échelle, un chemin par lequel vous devez remplir votre vaisseau, parce qu'on va vous demander de remplir un 1, puis un 2, puis une fois que vous aurez le 2, vous pourrez mettre le 5 ou le 6. Ouais, et sur le chemin, il va falloir étudier un peu tout ça à l'intérieur de ce truc-là. Parce que les jetons sont mis de façon aléatoire en début de partie, donc... Exactement. Le phare va vous ce qui faire m'intéresse. défausser les trucs que vous avez récupérés dans votre vaisseau. Le vaisseau fantôme va venir désagréger un peu le chemin au fur et à mesure qu'il se déplace. Au fur et à mesure des extensions du Nautilion, le bateau fantôme va prendre de plus en plus d'importance. Vous allez même pouvoir créer des combats quand vous allez rencontrer le vaisseau fantôme parce qu'il avance dans un sens inverse à la propagation de votre vaisseau à vous. Et s'il arrive au bout avant que vous arriviez au phare, ça va même être perdu. On est donc sur un petit gestion de tempo, de remplissage de tout ça, qui va vachement s'implémenter au fur et à mesure. Les templates de remplissage de votre bateau, eh ben, il y en a plusieurs. Je crois qu'ils sont recto verso. en plus. Et Oui, voilà, voilà. c'est ça. Ils sont même recto verso, donc vous voyez, encore une fois, les challenges, vous allez en pouvoir en gérer pas mal. Oui, ça a l'air avec tout d'être ça. comme Warp Edge où juste avec une petite mise en place différente, bah mine de rien, tu vas jouer de façon différente parce que t'as pas les mêmes Et ouais. capacités. Et ouais. Ça, moi, ça m'intrigue assez. Alors, je sais que mon pote Johan, que je salue parce que il est un peu, il a le Covid. Bon, Ah bah oui. comme pas mal de monde. Bah, salut, Donc, salut Johan. donc je l'embrasse, mais de loin. C'était un de ceux qu'il avait beaucoup aimé. Johan, vous en entendrez parler. C'est l'auteur d'un petit jeu qui va sortir chez Sit Down bientôt, qui va s'appeler Fairy Light. C'était également l'auteur de Flash 8, de Dream Runners et de Hey, hey. un autre. Ah ah. Bon,
Hein. Voilà. Dites-le Voilà. dites-le dans les commentaires. Dites-le dans les commentaires. Johan Dufour, mesdames et messieurs. Onirim. Onirim, lui, c'est le plus connu de la collection parce qu'il a eu l'avantage d'être le premier. C'est sans doute le plus simple. C'est un petit jeu de réussite dans lequel votre but est de trouver des clés qui ouvrent des portes. Bon, comment ça va marcher? Vous allez avoir 5 cartes en main, des cartes colorées avec des petits symboles, et vous allez commencer à chaque tour à pouvoir jouer des cartes devant vous, repiocher, jouer des cartes devant vous, repiocher. Ces cartes que vous allez jouer devant vous, votre but en fait, alors ça c'est que des clés, elle veut être de 3 types. Il y a des lunes, des soleils, et je sais plus quel est l'autre symbole encore dans le jeu. Des lunes, des soleils, non, c'était pas des clés. Bien. Non, il faut jouer 3 couleurs. Quand vous allez les poser devant vous, votre but est quand vous les jouez devant vous, d'arriver à faire en sorte de jouer 3 cartes de la même couleur, avec des symboles différents à l'intérieur. Vous allez pouvoir, si vous arrivez à faire ça, venir récupérer une porte, une clé ou une porte dans le jeu que vous allez pouvoir poser. Votre but ensuite est de trouver des clés que vous allez piocher pour pouvoir ouvrir ces portes-là. Il va falloir arriver à ouvrir un certain nombre de portes au fur et à mesure. Par contre, vos cartes, on va vous demander de les jouer dans le bon ordre, tout ça. Et quand vous n'avez pas ce qu'il faut, vous devez passer des tours à défausser, repiocher, défausser, repiocher. Quand vous allez piocher, vous allez tomber sur des cartes, je crois que ça s'appelait des cauchemars, mais ils appellent ça des songes. Et les songes vont vous faire jeter les cartes que vous avez posées devant vous, vont vous faire jeter des clés que vous avez déjà récupérées, vont vous faire défausser les cartes qui arrivent du dessus de la pioche. Du coup, le jeu aura tendance à être encore plus court et vous allez sans doute jeter des cartes dont vous aviez absolument besoin pour vous en sortir. Oui. C'est parce que je crois que les songes, c'est le nom généraliste de la carte, et le cauchemar, c'est le nom de cette carte en particulier. Parce que dans les petits modules d'extension que vous voyez là, regardez, tous les petits paquets, c'est des modules d'extension. Et bien, il va y avoir d'autres songes qui sont pas forcément des cauchemars, mais d'autres choses. Ça, c'est l'installation d'un des premiers modules dans lequel on va nous demander d'ouvrir des portes dans une organisation de couleurs bien précisée. Il faudra d'abord qu'on ouvre une porte verte, puis bleue, puis rouge, puis bleu, puis marron. Il faut s'en sortir dans ce truc-là. Mais en contrepartie, en fonction des cartes qui ont été défaussées, on va pouvoir déclencher des effets pour essayer de nous en sortir un peu plus. Donc de base, je pioche, je joue des cartes façon rami, est-ce que je garde, est-ce que je jette, est-ce que je temporise, et en améliorant le jeu, il se passe des choses. Un des plus intrigants, alors je vais continuer mon café en même temps, parce que mine de rien, ça reste le matin, un des plus intrigants, et celui moi, auquel j'ai le plus envie de jouer à l'instant T dans ceux auxquels j'ai pas encore joué dans la collection, c'est Castellion. Ce petit jeu-là, pareil, qui joue en solo ou à 2, on est sur un petit jeu d'assemblage de tuiles. D'aucuns diraient, voilà, ça n'a aucun rapport avec des King Domino, c'est je prends des tuiles, je les pose chez moi. Moi, ça me fait penser à un jeu qui s'appelait Columns, mais a priori, quand je l'ai parlé hier, personne ne connaissait. Mais c'est parce que j'ai eu une Game Gear en 1989. Oui, mais quand même, je pensais que tu parlais d'un jeu de société, mais c'est tout ce qui est BG World, Puyo Puyo et tout ce genre de trucs, j'assemble des choses pour faire des formes. Tetris, oui. Docteur Mario, enfin Docteur Pilule, tout ça, voilà. Non, Docteur Pilule, c'est autre chose. Docteur Pilule, c'est autre chose. Bien. Comment ça marche, Castellion? Votre but est de reconstruire un petit carré de 6 par 6. Avec ces petites plaquettes de forme de couleurs rigolotes et sympathiques à l'intérieur. Chaque fois que vous allez jouer, rien de bien compliqué, votre tour de jeu c'est je pioche, évidemment je pioche pas un bon truc, je pioche pas un bon truc non plus, je pioche et je viens poser ça à l'intérieur du jeu. Sur la base de mon petit plateau, je peux venir poser ce que je veux, qui s'appelle la fondation, la première rangée de 6 pièces. Très bien. Par contre, par la suite, quand je vais vouloir venir poser une pièce à l'intérieur, il va falloir que je fasse attention à un truc. Il y a des formes, ici on a des carrés, ici on a des ronds, ici on a des triangles. Je ne peux pas poser un carré à côté d'un carré. Donc, Et puis évidemment, il faut faire toujours attention. Donc ça, par exemple, c'est pas possible. Je peux pas le faire, parce que là on a déjà un carré bleu. Je peux pas remettre un carré bleu à l'intérieur. Je peux le mettre au niveau de la fondation. Voilà, la fondation, on a le droit de faire un peu ce qu'on veut. Je peux pas ici, je peux pas ici. Il faut que je trouve bien un endroit où le poser, cette histoire. Si ça rentre nulle part, je vais être obligé de le défausser. Je vais comme ça venir commencer à construire tout un petit parterre devant moi. Régulièrement, je vais tomber sur ces petits jetons qui sont des cartes de crise. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise? Rien. Je la pose sur le bord de la table, on n'en parle plus. À partir du moment où j'en ai défaussé une, on s'en fiche. Par contre, voilà, vous avez juste en dessous 3 cartes qui sont numérotées 1, 2, 3, qui vont déclencher des effets, qui vont me demander d'avoir accompli des choses au moment où un certain nombre de crises vont être piochées. Par exemple, celle-ci me dit, à partir du moment où tu as pioché 2 crises, mon petit coco, parce qu'elle me parlerait comme ça, il va falloir que je défausse mes 6 bases de fondation. Et qu'au-dessus, j'ai une nouvelle fondation prête à être employée. Sinon, c'est perdu. Autant vous dire que ça peut aller vite cette histoire. On va me fiche la paix jusqu'à ce que j'arrive à 5 de crise. Quand j'aurai 5 de crise, là ça va commencer à piquer un petit peu. Celle-ci va me dire il faut que tu aies une colonne de 4 pièces, un carré de 4 pièces et une barre allongée de 4 pièces. De 4 pièces de même couleur. Et attention, il va pas falloir que ces pièces soient, il faut que ce soit uniquement et symboliquement celle-ci. Par exemple, en vert,
Si ici, vous voyez, j'ai une barre de 4 pièces. Si je viens rajouter à la base une nouvelle pièce verte, ça forme désormais un L. Donc, ce n'est plus une barre unique et indépendante et isolée. Et là, Et je c'est pense plus bon. c'est là que rentre en jeu tout l'aspect casse-tête. Et là, vous allez vous arracher les cheveux. Il va falloir avoir cette barre unique, ce carré unique, cette barre allongée unique. Celle-ci, on va me dire, ben voilà, il faut avoir une barre allongée, mais 2 fois. Et donc 2 différentes. Arrivez à galérer à vous en sortir avec ça. Vous avez là aussi des modules d'extension qui vont vous changer les défis qui vont vous être demandés, qui vont vous dire désormais quand tu pioches une pièce et que tu la poses pas et que tu la défausses selon si elle est rouge, si elle est verte, si elle est bleue, vous allez pouvoir déclencher des petits effets spéciaux différents, à bouger les pièces qui sont chez vous, à aller regarder les pièces du dessus de la pioche pour les mettre en jeu. Vous allez me dire mais du coup c'est super aléatoire et on peut piocher des crises sans arrêt dans le paquet. Non, vous avez un paquet de tuiles sûres, des tuiles de sécurité. Vous pouvez piocher dedans au début de la partie, vous pouvez décider de piocher un peu plus tard, mais en tout cas dans celle-ci, il n'y a pas de crise. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Et dans les modes avancés aussi, normalement, les crises, on peut aussi se dire que on les défausse, sauf certaines qui ont des bords noirs. Celle-là, on dit non, celle-là, t'es obligé de la jouer. Donc il y a quand même moyen de retarder un petit peu les chances. Par contre, quand je défausse une crise comme ça, je détruis 4 tuiles de mon château. Donc c'est-à-dire je recule un peu les échéances, mais... C'est ce qu'on voit sur les petites iconographies. Il faut s'imaginer que tous les modules ont leur propre matériel. Quand on ouvre les boîtes, Ah ouais. bah ça... Alors là, on les a tous exposés, c'est un peu le truc. Mais ça, c'est quand même très rempli. Typiquement, on peut regarder, là, on les a mis en rayon là-haut dans les jeux de cartes solo. Ouais. Donc là, vous voyez, ça fait une jolie étagère. Waouh. Et surtout, vraiment, toutes les boîtes sont à peu près normales, sauf la boîte de Nautilion dans laquelle il y a du punch et il y a des plateaux, ce qui fait que la boîte est gigantesque. Oui, quand vous trouvez des boîtes comme ça dans les magasins de jeux, il y a plein de gens qui vont dire on en voudrait une autre, celle-là elle a l'air d'avoir un souci. C'est qu'en fait la boîte est trop remplie. Et une fois que vous l'aurez dépunché, il y aura beaucoup moins de carton à l'intérieur et vous pourrez le fermer convenablement avec le couvercle. Mais ça veut dire qu'en fait la boîte est très remplie. C'est plutôt bon signe. Enfin, si vous achetez des jeux au kilo, hein, c'est plutôt bon signe. Si vous aimez dépuncher les jeux, il y a des gens qui aiment pas dépuncher leurs jeux. Moi, je trouve ça trop cool. Oui, mais tu sais, dans la vie, on trouve des gens pour ne pas aimer tout plein de trucs. C'est vrai. Dire. Il y a des gens qui aiment pas Björk. Ouais. Il y a des gens qui aiment pas Mylène Farmer, qui a sorti un nouveau titre. Alors ça, c'est pareil, ne me le spoilez pas. Je voudrais l'écouter un peu plus tard après ma mort. Vraiment, quel enfer. Alors, Aérion, alors que Björk, oh la vache. Ça va être bien le prochain, là. Ça sort quand, là ? Je sais pas, le 1er septembre, il y a un podcast de Björk, par Björk, qui raconte sa vie. Et qui raconte, et c'est la voix de Björk sur des musiques de Björk, qui raconte toute sa vie. Putain, ça... Il y a eu un extrait de 1 minute qui est sorti, j'étais fou. Et l'album sortira à ce moment-là. Est-ce qu'il y a encore une petite touche de Björk par-dessus pour ajouter ça ? Parce que ça fait beaucoup de Björk dans... Non, c'est incroyable. Moi, je suis... vous voyez mon problème avec les jeux, à aimer ça, mais Björk, c'est encore l'étage au-dessus. Faut imaginer, si tu fais 1000 parties de Hula Hoop en un mois, faut imaginer ce que ça donne avec d'autres domaines artistiques, la musique, les films ou les trucs ou les séries que tu as bien aimées. Bah, je crois que c'est un comportement de gens d'être passionné par des choses. Moi, je suis passionné par des tas de trucs dans la vie et je suis très boulimique de ça, avec un aspect répétition très marqué. C'est pour ça aussi que je me lasse sans doute pas de ce boulot. J'adore répéter les choses. C'est pas un problème pour moi. J'ai vu les mêmes épisodes de South Park, écouté les mêmes albums de Björk 100 fois, 200 fois. J'ai joué à Hula Hoop 200 fois les autres moments. Bon, c'est des comportements humains qui sont comme ça. On fait le même set dispo 200 fois, donc pour dire à quel point on aime ça. La vache, je vois les mêmes personnes 200 fois, c'est terrible. Ah là là, quelle vie. Aérion, on est dans un système, je vous l'ai dit tout à l'heure, assez proche du YAMS. Votre but est de reconstruire 6 vaisseaux volants. Et pour reconstruire ces vaisseaux volants, on vous demandera d'avoir les équipements qui sont indiqués juste dessus. Avec à chaque fois 3 ou plus symboles dessus. Ces équipements, on va les retrouver sur des cartes qui se retrouvent juste ici. On le voit, c'est ces petits symboles-là qui vous disent quel type d'équipement ça va être. Et on voit avec les lettres qui sont là, ou alors vous l'entendez en podcast, on a AAA, BB. Sur celle-ci, on est un AAAA. Sur celle-ci, on a ABCDE. Ce ne sont pas des lettres que vous devez obtenir, mais des séries de numéros. Vous devez faire un full. Vous devez faire une suite de 5 numéros consécutifs. Vous allez donc jouer avec des dés. Des tout petits dés bleus que vous allez lancer, à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez garder. Si vous décidez de relancer des dés, vous dites ceux-là, j'ai envie de les relancer. Vous devrez défausser une carte du centre de la table, défausser une carte, donc un équipement que vous n'accomplirez pas. Vous défaussez la mission qui est indiquée dessus, au passage, vous ne pouvez pas la réaliser. Mais c'est ce qui permet de relancer vos dés. Donc on est un peu tiraillé dans qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je défausse pour arriver à s'en sortir. De temps à autre, dans les cartes qui vont apparaître des différents paquets, dans lequel on va vous dire, dans ce paquet-là, il y a plus de probabilité de trouver tel ou tel type d'équipement.
c'est ce qui est indiqué au dos de la carte. Ah. Vous allez avoir parfois des cartes de boussole. Ces cartes de boussole, quand vous les aurez récupérées, elles vont vous permettre de déclencher des effets tels que relancer jusqu'à 3 fois les dés ou placer un élément acquis à l'instant dans la réserve ou poser 2 cartes défaussées au sommet de leur paquet. Ok. Parce que voilà, devant vous, vous avez des ateliers qui sont les endroits dans lesquels vous allez préparer ces bateaux. Vous allez stocker les équipements que vous avez récupérés. Des ateliers, vous n'en avez que 2. Donc, vous êtes assez contraint. À partir du moment où vous avez commencé à faire 1 ou 2 bateaux, il faut trouver les équipements qui vont avec. Des fois, c'est pas ce qu'il y aura dans le pool de cartes. Vous aurez dans le pool de cartes centre de la table des équipements que vous n'avez pas besoin pour les bateaux que vous êtes en train de faire. D'où le fait qu'il y ait des réserves. Vous avez peut-être défaussé ce que vous avez besoin. D'où le fait de dire, je vais rentrer des cartes de la défausse. Là, encore une fois, on va pouvoir regarder le livret de règles. Comment c'est fichu. On a un jeu de base et la mise en place. On a les explications, comment les lancer, comment on relance les dés, l'acquisition, fin du jeu. Donc vous voyez, les règles du jeu en elles-mêmes, on est sur des 2-3 petites pages d'un format type Mimi, Cracra et Astrapi. Vous avez ensuite... Mimi Cracra, waouh, oui. ouais. L'eau, elle aime ça. L'extension 1, c'est le vaisseau amiral. L'extension 2, c'est les sabliers. L'extension 4, c'est les quais. Le 3, c'est les nuages de pierre. Et il y a la 5, les œufs de Oiseaux Marteau. Et le 6, c'est cette petite figurine que vous voyez juste ici en acrylique et qui s'appelle Sébastien. Le cerf violent. Le cerf violent. Parce que c'est... Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de vent et qu'il est vénère, le mec. C'est ça, en fait, tous les trucs dans ces jeux-là ont des noms. Et il y a tout un univers, du coup, de développer. Et je trouve ça trop cool. Ça apporte rien au jeu, mais ça l'alourdit pas non plus. Donc, en fait, ça donne une personnalité et ça fait méga envie. Ah, c'est absolument charmant, Aérion. On a donc vu les 6 jeux. Vous avez bien compris que c'est des jeux assez différents, mais que, somme toute, ça se prend assez facilement en main. Il y a un univers graphique, il y a une intention, il y a quelque chose. Les 2 autres petits jeux solo qui sont sortis cette semaine sont des jeux clairement plus à destination des enfants, dans un usage de coucou, je suis à l'école primaire et j'ai envie de jouer à des petits casse-têtes. Smart Games aurait pu les sortir. Ce sont 2 petits jeux qui s'appellent Hotel et Bird dans la gamme Logique. C'est des jeux qui ont été développés par Johan Levé. Alors Johan Levé, qui c'est ? C'est un monsieur, où est-ce qu'il est son jeu ? Sur la table à papier cadeau. Déjà, c'était l'auteur de Myrmes, un jeu de gestion de fourmis. Exactement. De fourmilière. Et vous entendrez beaucoup parler, mais c'est déjà le cas, il s'en parle déjà beaucoup, de Turing Machine, un autre jeu de Fabien Gridel et Johan Levé. Donc Fabien Gridel qui joue à League of Legends avec toi. Oui, on jouait à League of Legends il y a des années ensemble avec Régis Bonnecé et Alain Balaye. On jouait il y a 10 ans. Bien. Et donc, ils ont créé ensemble Turing Machine. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un très 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 solide jeu, clairement avec un mode solo qui emporte tout. Attends, je fais une Simon. Hautement recommandable. Ouais, carrément. Plus qu'encore que le jeu à plusieurs. Je suis beaucoup plus convaincu par le mode de jeu solo. Donc c'est quelqu'un qui adore les casse-têtes, les trucs de logique, qui est passé au magasin cet été. Ça a fait plaisir de pouvoir discuter avec lui pendant ses vacances. C'était chouette. Et du coup, il sort 2 petits jeux là. Alors ces jeux-là, quand vous viendrez les acheter au magasin, on vous les fournira avec une petite planche de remplacement. Ils auraient dû sortir au début de l'été. En ouvrant la boîte, l'éditeur, les clients se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir quelques décalages d'impression, des pièces qui n'étaient pas bonnes. Ils ont fait un truc intelligent, et ce qu'il faut faire, puis respectueux des gens, ils ont dit, on les retire de la vente. Ces jeux-là, on les a depuis juin au magasin. Et hop, ils avaient été retirés de la vente. Jusqu'à ce qu'on reçoive les planches de remplacement. Si ça se trouve, votre jeu sera nickel à l'intérieur, il n'y en aura pas besoin. Et votre planche de remplacement, elle servira à rien, mais vous pourrez dire, tiens, vous aurez le droit d'abîmer votre jeu pour pouvoir le remplacer. Si ça se trouve, quand vous allez l'ouvrir, vous aurez des pièces qui vous sembleront défectueuses, vous pourrez les remplacer avec le kit qui est dessus. Alors ça, c'est Banquise, l'éditeur, qui a décidé ça, et c'est très chouette. On a très régulièrement sur le marché des jeux qui sortent avec des éléments qui ne sont pas finis, qui sont cassés, il faut gérer du SAV sans arrêt. C'est pénible, c'était la bonne décision, et franchement, j'applaudis. Vraiment, j'avais oublié cette histoire, mais c'est vrai que oui, Orléans était ressorti, il n'y avait pas le plateau acte de bienfaisance dans la boîte. Ils avaient été retirés de la vente, mais il y a eu... Bon, je vais pas faire du name dropping et je vais pas me pointer du doigt à X personnes. On a déjà eu l'occasion de leur dire ce qu'on en pensait de manière privée. Mais on fait du name dropping de gens qui font un truc plutôt chouette. Voilà,
La positive attitude. Ah oui. Birds, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de positionnement d'oiseaux. Ce style de jeu-là, de petits casse-têtes, vous les avez sans doute déjà vus dans d'autres casse-têtes de chez Smart ou chez d'autres éditeurs. Votre but est de positionner correctement des petits oiseaux sur un fil. Quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir sur le bord de la boîte des petits oiseaux que vous allez pouvoir venir clipser. Vous avez un petit fil qui est dessiné, vous allez poser les oiseaux sur le fil. Vous allez tirer des cartes de défi. Ces cartes de défi vont vous dire l'oiseau violet, il faudrait qu'il soit en deuxième position. L'oiseau jaune, il veut être à une extrémité du fil. L'oiseau vert est amoureux de l'oiseau rouge, et donc ils veulent se retrouver à côté. L'oiseau violet ne veut pas se retrouver à côté du vert. Touk 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 touk, à vous de les positionner correctement. 60 petits défis, c'est coloré, c'est mignon. Clairement, en tant qu'adulte, c'est pas un jeu qui vous résistera énormément, et c'est sans doute pas fait pour vous. Maintenant, un enfant en école primaire, c'est cool, c'est des défis, de la logique. On n'arrête pas de dire que nos gamins dans la vie sont nuls en maths. C'est pas non plus toujours la faute des profs ou quoi. Il faut aussi se dire, bah tiens. C'est aussi la faute des parents. Faisons travailler. Non, mais faisons travailler notre logique. Faisons bosser tout ça, quoi. Et ça peut être chouette. Et il y en a un deuxième qui, dans l'idée, pourrait s'apparenter assez fortement. On est sur Hôtel, non plus le jeu des années 80 avec des pièces en plastique, mais Hôtel de la gamme Logique. On a cette fois-ci à l'intérieur de la boîte des chambres d'hôtel et des monstres. C'est un hôtel de Transylvanie, vous allez devoir poser les monstres à l'intérieur, sachant que certains veulent être dans la même chambre, d'autres ne veulent pas être dans la salle à côté de celui-ci. Vous avez compris l'idée, on est un peu comme sur le même esprit que de Birds, de jeu d'agencement avec des contraintes. 60 petits défis, la réponse est au dos. Là encore, la difficulté fait que ça va s'adresser à un public très familial. Je crois que dans les 2 prochains, il y en a un qui va s'appeler Table de mariage, où du coup, il ne faudra pas mettre la grand-mère à côté de l'oncle parce qu'ils s'insultent les uns les autres. Ouais. Et il faudra que le gamin soit à côté du chien pour pouvoir s'amuser et jouer pendant le repas. Et le 4e, il sortira en fait en partenariat avec Calico. Ouais. En fait, dans un premier temps, tu fais ta courte pointe. Ok, Et d'ailleurs, cool. tu vas placer les chats les uns à côté des autres selon leur goût et motif. Est-ce qu'il y aura comme dans Calico la vie du chat Bah, j'espère. à la fin? Bah, en fait, j'aurais espéré qu'il y ait la vie des oiseaux dans celui-là. Savoir l'oiseau rouge, comment s'appelle-t-il, quelle est sa vie, son œuvre. Comme dans Calico. Piou Piou est un petit mange-graine des mésanges. Il vit niché sur les cimes des arbres. En fait, si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais exactement que tu présentes le défi avec cette voix-là en disant « Le rouge, il veut être au bout de... » Ah, c'est ça. Bon, là, on Je est clairement te dans piège. un jeu pour enfants. C'est pas le seul jeu pour enfants qui sort cette semaine. Il y en a 2 autres qui sont sortis. Mais d'abord, je vais vous parler des petites extensions, des trucs comme ça qui sont sortis en stock. The Thing, Norwegian. Je ne sais pas pourquoi norvégien en anglais, ça s'écrit avec un W. Ah oui. Il y a ça dans la chanson des Beatles, Norwegian Wood. Ouais. C'est juste avec un W aussi. Bien, c'est comme ça. The Thing, c'est donc l'extension d'un truc moi que j'ai beaucoup kiffé. Par exemple, vous voyez, c'est la différence qu'on fait au passe-temps entre j'ai kiffé un jeu et je le recommande à des gens. Quand on met un jeu en avant dans une vidéo, c'est qu'on veut le recommander, qu'on veut dire jouez à ça. J'ai l'impression qu'il se passe un truc. The Thing, moi j'ai surkiffé, j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. Mais il y a des défauts d'édition de partout et il y a des tas de trucs qui vont pas. On n'a pas fait de vidéo pour vous dire ouais ça c'est cool, vas-y, on n'a pas fait les malins avec parce que ça aurait rendu service à personne de le mettre autant en avant parce que je pense que vous serez cassé les dents sur la règle. Mais entre ce qu'on aime et ce qu'on recommande, c'est pas toujours la même chose. The Thing, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si d'autres que moi y ont joué. Dans les commentaires, vous pouvez nous en parler. Je suis pas très sûr qu'en France on soit beaucoup à s'être approprié The Thing, à en avoir fait plusieurs parties, à avoir survécu aux règles. Je laisse un petit commentaire pour dire « Ouais, j'y ai joué ». Voilà, c'est bon, j'ai écrit mon petit T'as fait commentaire. une partie. Ouais, j'en ai fait qu'une, c'est vrai. Avec des gens qui s'étaient déjà tapé les règles et qui avaient déjà... Ah oui, non, développé- clairement, ouais. Déjà, rien que la mise en place, c'est moi qui l'avais mise en place pour l'exposer au magasin, c'était laborieux. Ouais, c'est une purge. Mais Après, franchement... putain, il y a tellement de bonnes idées dedans. Mais ouais, la partie était vraiment bonne. Et je pense que le truc qui m'a fait le préférer à, comment il s'appelle, Nemesis, un peu dans ce même état d'esprit, c'est... alors que revoilà la sous-préfète, voilà Thomas, qui ramène le petit déj. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ce magasin? Eh ben, c'est dispo d'hier soir, le fichier était corrompu. Donc on le retourne ce matin. Ah, c'est corruption comme ça, sans cesse. C'est terrible. C'est ça, c'est week-end annulé. Vous pouvez constater qu'à Toulouse, quand les gens arrivent au travail, ils ont des chocolatines à la Ah main. oui.
À ne pas confondre avec d'autres choses. The Thing, Norwegian Outpost est donc une extension à The Thing qui va faire plusieurs choses, qui va rajouter des nouveaux plateaux, qui va rajouter des fins alternatives, qui va rajouter une nouvelle façon de scanner les gens pour essayer de savoir si ce sont des choses ou pas, avec un scan dentaire qui va nécessiter des mix de cartes un peu plus particuliers. Vous avez également des nouveaux types de personnages, des nouveaux types de monstres qui Genre sont à l'intérieur. Lionel. Lionel, très Ouais. bien. Très bien. Oui, il a une tête à s'appeler. Enfin, il a 2 têtes à s'appeler On Lionel. embrasse tous les Lionel qui nous regardent. Il y a également... tu m'as paumé là avec ton Non, Lionel. t'as dit il faut scanner les dents des gens pour voilà. Si, il y a une deuxième fois, il y a des aliens. Genre, Il y a des aliens, il y a des ovnis, c'est la fin alternative du jeu. Du Non, jeu. il y a une autre façon de gérer les chiens. Et le jeu va pouvoir se jouer en 2 parties consécutives. Et en fonction de qu'est-ce que vous avez réussi dans la première partie avec les chiens, ils n'auront pas les mêmes pouvoirs dans la partie d'après. Ça, c'est pour ceux qui enchaînent les parties de The Thing. Sont-ils nombreux? En tout cas, on les embrasse. Moi, si j'avais encore plus de temps dans ma vie, je peux vous dire que je les aurais enchaînés un peu comme à l'époque de Battlestar, les parties de The Thing. Ça, c'est donc une extension. Au chapitre extension, mais qui n'en est pas vraiment, on a Vilenus, le pouvoir du mensonge, parce que c'est ce qu'on appelle un standalone. Standalone, ça veut dire qu'il peut se jouer indépendamment, mais il peut également être mélangé à Vilenus Marvel. On a donc dans Vilenus Marvel, pouvoir du mensonge, 3 nouveaux personnages. Madame Masque, Loki, et le terrifiant MODOK, une espèce de tête qui essaie de reconstruire un cube pour détruire l'humanité. Et tout comme dans Vilenus, on va venir se déplacer sur les cases, activer nos pouvoirs. Alors ça, pour y avoir joué, je peux quand même vous dire que les effets et les pouvoirs de celui-ci sont quand même plus joueurs que sur le Vilenus initial. Autant bien le Vilenus de Disney a des effets assez faciles, assez classiques. Là, on est plus dans un truc de manipulation de cartes, de decks, avec des jetons à récupérer, à assembler. Ça s'adressera à un public sans doute plus joueur que le Vilenus de Disney original. En tout cas, il peut se jouer indépendamment du premier. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce qui du coup est considéré comme un jeu de base de Vilenus Marvel pour pouvoir jouer à lui. Comme Unmatched, au final, les petites extensions où il n'y a que 2 personnages, ça suffit à jouer. Standalone. Et je crois que c'est le cas, mais j'étais pas sûr, mais je crois que c'est le cas aussi pour les extensions de Smash Up. Oui. Il me semble que dans une extension de Smash Up, alors peut-être pas celle-là, Alors voilà. mais dans les autres, il y a assez de Vous pouvez matos jouer à pour deux. Il y jouer. a assez de matériel pour jouer à 2. Smash Up, celle-ci, il y a assez de matériel pour ne pas y jouer. C'est une faction, les moutons. Alors qu'habituellement, dans Smash Up, vous allez trouver 4 factions à l'intérieur. Là, vous en avez une. Smash Up qui est un petit jeu d'affrontement de cartes avec des peuples différents qu'on combine entre eux. Ici, dans la version mouton, ce sont des cartes de moutons qui se copient, enfin qui vont copier les effets des cartes jouées précédemment, qui copient tout, comme de gros moutons. Et oui, Voilà. c'est le cas de le dire. Et il y a un sanctuaire au vin, comme dans Cult of the Lamb. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est un peu le jeu du moment, j'ai l'impression. Ouais, Le j'ai jeu joué. vidéo. Non, mais je me le garde de côté, je sais que j'y arriverai un moment. C'est du Binding of Isaac, c'est pas très difficile, mais c'est plutôt très chouette. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo. Les Aventuriers du Rail, San Francisco. Donc Francisco n'est pas dans cette Il n'est pas là, aventure- il n'est pas là. Il n'est pas dans cette aventure du rail. On retrouve alors sur la couve tous les trucs emblématiques de San Francisco, les tramways, le truc en pente, le Golden Gate, des gens qui ont l'air d'être de San Francisco, mine de rien. L'idée de celui-ci, c'est comme dans tous ceux qui sont basés uniquement sur les villes. Il y a Amsterdam qui existe, il y a New York qui existe, il y a Londres qui existe. Vous avez désormais San Francisco. Sans doute un jour il y aura Paris ou les Aventuriers du rail. Chartres, voilà, on n'y pense pas assez. Ouais. Il y aurait un public. Ah bah sûrement, au moins 2 personnes. Les Aventuriers du Rail Toulouse. On est sur une version des Aventuriers du Rail qui se joue en 10-15 minutes, assez rapide, dans lequel on va venir connecter les petites villes entre elles. Dans celui-ci, il y a une chose qu'ils ont repris aux Aventuriers du Rail Allemagne, à savoir la gestion du tourisme. Si vous faites des missions qui partent d'une ville en particulier, vous allez récupérer des jetons de touristes, vous allez essayer de récupérer des jetons de touristes différents, donc d'avoir des missions qui passent par des villes différentes pour faire encore plus de points à la fin. Ça se joue vraiment en 10-15 minutes, c'est une version light, c'est écrit dessus. C'est une version light des Aventuriers du Rail. Initialement, à la base, c'est des versions qui avaient été conçues pour être jouées dans les magasins comme un petit jeu de démo que vous pouvez jouer comme ça sur le coin d'une table, avant de pouvoir acheter un jeu, à l'époque, ce qui se considérait comme un vrai Aventurier du Rail. Sauf qu'en fait, les gens jouaient à celui-là, ils disaient « Mais non, mais je veux acheter celui auquel je viens de jouer, ou petit jeu de démo qui dure 10-15 minutes. Et je veux pas l'Aventurier du Rail qui fait 45 minutes comme les autres. » Bon, on peut pas le vendre, madame, c'est un jeu de démo. Au fur et à mesure, Days of Wonder se dit si vous voulez, on les commercialise. Ça a connu un certain succès. Du coup, si vous avez la collectionnite, que vous êtes fan de San Francisco, ou que vous vous dites tiens, ça peut être cool un Aventurier du Rail qui joue en 10-15 minutes, les Aventuriers du Rail, San Francisco. Je crois qu'il y a moyen de... Enfin, il y a San Francisco, mais je crois qu'il y a moyen de faire d'étendre les trajets aussi vers l'extérieur de la ville, notamment vers la ville de Brel. Comme ça, tu peux faire San Francisco-Brel.
Francis Cabrel. Eh Allez. bien, les amateurs d'humour Ah. apprécieront sans doute ce trait. Little Town, l'extension artisan. Alors c'est une extension qu'au passage, chez vous, vous pouvez ranger à côté de votre boîte et vous pouvez faire une belle frise. Voilà, Oh, c'est beau. c'est Et- très joli. Bah écoute, c'est pas idiot. Ouais. Dans les magasins, ça pourrait être chouette. Et là, Bah. pas de bol, Little Town, il est sur la tranche. Regardez par exemple, ça marche très bien dans les rayons de faire des voilà. faire des frises. Et je montre pas ça parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et qu'il y a un puzzle avec cette Ah oui, c'est extension-là qui existe. C'est terrible. Artisan de Little Town. Little Town, pour ceux qui n'y auraient jamais joué, c'est un petit jeu dans lequel vous allez envoyer des ouvriers bosser dans un royaume et c'est vraiment la base du jeu de construction et de gestion. Je me pose sur des cases, je récupère des ressources, je construis des bâtiments, je nourris mes bonhommes. On est sur un mini agricola. C'est quand on nous dit ah tiens, je veux un jeu dans lequel il y a des ressources, on construit des choses. C'est un des plus recommandables parce qu'il est très facile à prendre en main, très facile à jouer. C'est 2-4 joueurs, c'est très bien à 2. Dans l'extension, on va vous dire, vous pouvez désormais dépenser des ressources pour donner des pouvoirs spéciaux à vos artisans. Chaque artisan va pouvoir récupérer 2 pouvoirs spéciaux. Des pouvoirs spéciaux qui, dans un mode initial, sont déjà scriptés. Le pouvoir, c'est celui-ci, c'est celui-là. Il va récupérer du poisson en plus quand il pêche. Il va récupérer de la pierre quand il construit des bâtiments. Ou alors, dans une version avancée, c'est vous qui allez pouvoir customiser vos pouvoirs spéciaux en décidant quelles sont les ressources qui se rapportent au moment où on fait différentes actions. Et bah, du coup, ça va prolonger un petit peu plus le jeu, lui donner plus de variabilité et de possibilités. Au passage, du coup, vos artisans vont faire plus de choses, vous allez donc avoir plus de ressources. Vous aurez sans doute, particulièrement quand vous jouez à 4, un peu moins la sensation de galérer et de lutter et d'être toujours étranglé par le jeu qui vous demande toujours plus de ressources, plus de trucs à manger. Toujours chez Yellow et le 10e jeu qu'ils ont sorti cette semaine, on vous embrasse, on vous remercie. Voici Shard of Infinity, Au-delà de l'horizon, qui est la 3e extension pour Shard of Infinity, après les reliques du futur et après J'ai dire l'ombre du passé, mais non, c'est Écho du passé, Non. celle qui rend le jeu coopératif. Eh ben attends, regarde, elle est juste là. Ah, elle est en rayon. Elle est juste là, c'est l'ombre du salut. Ah, il y a bien l'ombre. Ah, Elle est l'ombre là. du salut. Très bien. Là, on est clairement sur une plus petite extension que l'ombre du salut qui rendait le jeu coopératif. C'est un jeu qui est tiré d'un... Shard of Infinity est un jeu qui est tiré d'un autre jeu qui a son aura dans le monde du jeu, qui s'appelait Ascension des âmes déchaînées. C'est les mêmes auteurs. La différence entre Shard et Ascension des âmes déchaînées, c'est que dans Shard, on est là pour se détruire l'un l'autre. Là où dans Ascension, on était là pour collecter des points de victoire. Dans Ascension, parfois, quand dans le marché de cartes qu'on pouvait acheter, il y avait des créatures qui débarquaient, il fallait leur casser la figure. C'est de nouveau le cas dans Shards, au-delà de l'horizon. Dans votre marché de cartes, vous avez des cartes de monstres qui vont débarquer, des monstres qui, si vous les tuez, vont vous rapporter des pouvoirs spéciaux. Des petits bonus, des trucs. Par contre, ils restent dans le marché. Donc tant qu'on ne les a pas tués, ils stagnent là. Autant vous dire que du coup, la notion de cartes d'attaque est d'autant plus importante que vous voulez tuer ces monstres pour en récupérer le bonus avant votre adversaire. C'est pas la seule chose qu'on va trouver à l'intérieur. On va trouver des cartes de destinée qui, à partir du moment où vous avez 5 points d'étincelles, vous allez pouvoir les récupérer. C'est un gros pouvoir unique dans la partie qui va customiser un peu votre jeu par rapport à d'autres. Évidemment, tout plein de types de cartes. Et je crois qu'on est bon. Tu verras autre chose à rajouter? Mais peut-être que à terme, ça fera une espèce d'arbre de compétences où vraiment petit à petit, tu customises ton personnage de plus en plus. Sébastien a des désirs, Sébastien a des volontés. Et à noter que les monstres s'appellent des Ingéminex. Et je trouve ça très kitsch comme nom. Ça fait vraiment nom cool des années 2000, quoi. Ça me fait rêver. C'est sans doute le reproche qui peut être fait à Shard of Infinity, là où dans Ascension, il y avait vraiment, tout comme dans Onirim, il y avait une patte graphique, il y avait un thème absolument ébouriffant, et on ne comprenait pas la moitié des cartes, mais c'était interpellant, il y avait le nihilomancien, c'était assez charmant. Shard of Infinity développe quand même un univers d'heroic fantasy remâché et surmâché par Magic the Gathering, qui quand même est d'une froideur assez polaire, je trouve. En même temps, ça s'appelle pas Charm of Infinity. Ouais, c'est plutôt le même jeu, mais c'est Charmed of Infinity. Et en vrai. En vrai, ça serait affreux. Juste, on a posé la boîte de Captain Sonar ici pour vous dire une chose. Captain Sonar, il a changé de couverture. Les illustrations désormais sont de Piotr Forkasiewicz. Alors qu'avant, c'était de Sabrina Tobal. Voilà, vous allez donc trouver... vous allez trouver... Elle a fait un autre jeu récemment. Ah non, peut-être pas, je sais plus. Ah, il y avait Erwin aussi, je crois. Il y avait un nom comme ça, de mémoire. Bien. Dans Captain Sonar, c'est un jeu qui a connu son petit succès, dans lequel 8 joueurs s'affrontent en simultané dans une sorte de bataille navale. Il y a un truc qui nous a interpellés sur Captain Sonar, c'est le dos de la boîte. Et oui, alors nous, un truc qu'on regarde vraiment directement quand on reçoit des jeux, c'est comment qu'il est fait le dos de la boîte. Venez voir, on va vous montrer un truc sur la caisse.
Alors, où est-ce que c'est ça? Alors, attends, parce qu'avant... Attends, c'est parce que voilà, il y avait des informations confidentielles qui étaient montrées. Eh, je C'est pense celui-là, là. C'est celui-là, Voilà. là, regardez. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran parce qu'on est quand même en train de... C'est un Alors, il y a mon reflet, mais je crois qu'on n'est pas trop mal. En gros, la partie importante, c'est ceci. C'est ça. Quand vous avez le dos de la boîte, vous voyez les gens autour de la table qui ont les plateaux devant eux, qui communiquent sur une table géante, le fait d'être assis à côté et qui affrontent l'équipe adverse. Avec le paravent au centre Le paravent. de la table. Vous avez une idée de qu'est-ce qui va se passer pendant la partie? Du moins, dans quelle situation va vous plonger le jeu, qui est un jeu immersif. Eh, dis donc. C'est un jeu sous les sous-marins. Là, autant vous dire, j'ai peur que vraiment le dos de boîte envoie le mauvais message. Bah, en fait, alors c'est très joli, mais je pense que ça s'adresse aux gens qui connaissent déjà le jeu et pas forcément en boutique pour le présenter. Voilà. Donc, chers éditeurs, quand vous sortez des jeux, quand vous faites des quatrièmes de couve, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous demander ce qu'on en pense. Je me penche pour regarder si les micros marchent toujours, parce qu'à niveau batterie, c'est pas ça. Vous pouvez nous contacter, on peut en parler. On se voit à Vichy, bientôt, là, dans 15 jours, qui est un salon professionnel dans lequel toutes les boutiques de France se réunissent pour discuter avec les éditeurs et voir les jeux qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année. Si vous avez des dos de boîte à nous montrer, des essais, montrez-les nous. Par exemple, moi je sais que quand j'avais rencontré Silex en début d'année, il m'avait montré la boîte d'autres boîtes de Clockworker, je lui avais fait des retours, ils l'ont changé, et vous verrez quand le Clockworker sortira en magasin, j'espère que le dos de boîte permet de comprendre ce qu'est le jeu. Là, j'ai peur que ça envoie le mauvais message et que ça fasse passer le jeu pour un jeu assez geek, assez technique, alors qu'en fait c'est un truc assez réjouissant, très fun, à jouer à nombreux. Bon, Ouais, je suis moins convaincu. C'est un jeu qui est vraiment marquant. Enfin, tu te souviens clairement de tes parties. Ouais, et le dos de boîte, quand tu le montres à des gens, te dit « Ok, on va se retrouver dans cette situation-là, ça va être cette ambiance-là. » Et il est facile pour nous, quand on le pitch à des gens, de faire en sorte qu'ils se transposent. Là, je Dans cette réfléchis ambiance-là. aux jeux qui sont un peu galères. Je sais que très futé, tu vois rien du tout au dos de la boîte. Pur jeu de boîte. de Shoten Très Futé. Toten. Ouais, Shoten. Et Il y en a vraiment, plein. je pense qu'un des pires, c'est Parade. Parade, Ouais. waouh! Il a l'air super bien ce jeu, regardez, il y a le chat du Cheshire dessus, c'est super joli. Et il y a quoi au dos de la boîte? Eh ben il y a Martine qui nous raconte sa vie. Shadowhunter. Ah ouais. Shadowhunter, quoi. Ouais, On ouais. a des trucs, Clank. Moi, je sais que Clank, c'est un enfer. On voit quand même le plateau, donc Clank, ça en a fait, l'air d'aller. ils ont fait un plateau super sombre. On ne voit pas le plateau au dos de la boîte de Clank. Ce qui est quand même assez infernal. C'est-à-dire que dans Clank, Ah ouais, on est- ouais. regarde, on voit à moitié. Mais regarde, il y a un flot de pions. Alors que dès que tu le mets sous un spot, tu commences à voir un peu plus tes trucs et c'est plus facile pour expliquer les gens. Là, il y a l'entrée, il y a la sortie. Là, il se passe ci, il se passe ça. Bien. Les autres boîtes, mine de rien, ça nous facilite un peu la vie. Chers éditeurs, discutons-en. En tant que ludicaire, on peut essayer de nous filer un coup de main. Ça tombe bien que tu parles de Très Futé. Il est sorti un jeu qui lui aussi peut se jouer en solo cette semaine et qui s'inspire, qui est dans l'idée de Très Futé, mais qui pour le coup a une ambiance dessus. C'est Riverside. Alors est-ce que le dos de la boîte est bien fait sur Riverside? Ah, attention, petit test. Ah bah oui. Bah franchement, on se rend compte de ce qu'il y a tous les éléments nécessaires. Limite, tu pourrais pitcher le jeu comme ça. On se croirait dans le C-Dispo de la semaine dernière où on avait aucun jeu exposé. Ok. Alors cette semaine, il y en a 20. Ouais. Bien. Un roll and write rapide et plein de profondeur sur le thème du tourisme. Non, sur le thème du. Sur le thème du tourisme. Ah, attention, on a oublié, la barre espace elle est collée. Et là aussi, il manque, il n'y a pas la barre espace. Ah. Alors, Riverside, c'est un jeu de Matago, édité de Asmund et Elif Svensson. Ah, et j'ai vérifié du coup. Elif Svensson, c'est l'un des co-auteurs de La Route des Vignes. Ok, cool. Quelqu'un qui a Et déjà fait aussi, un super jeu à cocher. et aussi Trails of Tucana. Et Asmund Svensson, rien à voir, il a fait, je crois qu'il bosse sur 2 autres jeux, notamment un qui était dans la hype BGG il y a pas longtemps, qui s'appellera Come Together. Right Qui sera now, sur un thème, over me. c'est ça, qui sera vraiment sur un thème genre années 60, un peu baba cool Ok. et compagnie. Eh bien, Riverside, le voici, le voilà, les petits amis. Ça, c'est Riverside. On a donc un bloc de score, regardez, et des petits dés qui sautent quand on tape sur la table. Petit effet. L'idée, c'est que c'est un peu la croisière s'amuse de façon norvégienne, Norwegian Wood. Vous allez avoir un petit bateau qui va avancer tout au fur et à mesure du jeu. Et quand il va arriver au bout de la croisière sera terminée. Il faudra être la personne qui a fait embarquer le maximum de visiteurs et qui leur a fait faire les meilleures visites possibles. Il y a un petit système de dés assez astucieux. Quand je vais jouer, je vais jeter les dés au centre de la table, blam, et je vais les trier par ordre numérique, avec les dés du plus petit au plus grand. T'as rien écouté à ce que j'ai dit hier. Le vert, il est pas dedans. Ah, il n'est pas Je dedans. l'avais déjà dit hier, attention. Le pire, c'est que j'y ai joué. Hein. C'est là. Bah oui, c'est vrai en plus. Mais oui, j'ai joué avec Arnaud de Matago. Ah oui. Et j'avais gagné. Bonjour Arnaud. L'idée, c'est que je vais placer les 2 dés, les dés
Comment tu l'expliquerais, toi, ce découpage médian des dés? Et ben justement, tu sépares les dés en deux. Ouais. Et sauf qu'il y a 5, comment tu sépares en 2? Et ben en fait, tous les dés qui sont inférieurs ou égaux au dé du milieu, tu les mets en dessous. Tous les dés qui sont supérieurs strictement, tu les mets au-dessus. Donc on prend en référence le 4. Inférieur ou égal à 4, supérieur à 5. Et sachant que par exemple, si ça avait été un 4, et bien le 4 irait quand même en dessous, parce qu'effectivement il est inférieur ou égal au dé du milieu, et l'autre il va au-dessus. Allez, impeccable, c'est bon. Sébastien, tu l'auras mieux expliqué que ce que je ne l'aurais fait. L'avantage d'être deux dans ce CC Dispo. Une fois que vous avez jeté vos dés, que vous avez fait cette petite séparation d'inférieur égal, du supérieur, vous allez pouvoir choisir un dé. Mais choisir un dé, alors ça représente un peu la chaufferie du navire. Bon, il y a un thème qui n'est pas toujours hyper cohérent. Pour ce qui est de la croisière, ça marche. Pour ce qui est de ça, bien, c'est un peu étrange. Quoi qu'il en soit, notez que quand on joue, on s'en cogne un peu, vous allez choisir un dé. Donc, a priori, un dé de petite valeur, vu que c'est ceux de petite valeur que vous allez prendre. Alors, si vous prenez le 4 blanc, vous allez pouvoir cocher 4, c'est le nombre de visiteurs, grosso modo, qui montent dans votre bateau. Vous allez cocher 4 visiteurs blancs. Eh oui. Il faut les cocher dans la même ligne. Si vous ne pouvez pas dire j'en mets un là, dans la même ligne. Votre but, c'est de remplir des lignes. Un peu comme quand vous jouez à Azul, vous allez déclencher des bonus à partir du moment où vous avez rempli entièrement tout ça. Quand vous le remplissez entièrement, c'est là où on pourra vous dire qu'il y a un petit côté très futé, vous allez gagner le petit bonus qui est à côté. Par exemple, si je remplis dans ce navire-là de croisière, si je remplis ces 4 visiteurs, aussitôt, je peux faire venir 2 autres visiteurs dans ma grille blanche. Si j'avais rempli cette ligne-là, j'aurais pu faire venir 2 visiteurs dans mon bateau bleu. Évidemment, petite réaction en chaîne, ça peut s'enchaîner. Au passage, je vais aller cocher le petit ticket qui est en face pour dire c'est bon, les visiteurs sont là, ils sont partis, ils sont prêts pour la visite. Le bateau blanc, lui, va avancer en fonction du dé vert, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. J'ai fait 3, touk, il avance de 3. Une fois que j'ai fini de cocher mes visiteurs, je vais pouvoir faire une visite. Je vais pouvoir dire, chers visiteurs, venez descendre et venez visiter des choses. Je peux faire des visites en allant jusqu'à 3 cases de distance. Par exemple, mes visiteurs peuvent venir visiter cette case-là, parce qu'il c'est à une case de distance. 1, 2, 3, 4, ils ne peuvent pas venir visiter ici. 1, 2, ils peuvent venir visiter ici. À savoir que ici, si mes visiteurs blancs viennent visiter, je marquerai 9 points par ticket blanc que j'ai réussi à récupérer. Il faut que je complète des lignes d'abord pour marquer des points avec ça. Ici, si je fais venir mes visiteurs jaunes, je marquerai 8 points par ticket jaune que j'ai remporté. Notez qu'à chaque partie, ça va être séparé, donc les parties ne vont pas toutes commencer par je fais du blanc, je fais du jaune, je fais ceci, parce que le chemin est modulable. Je vais donc venir inscrire mon résultat après sur mes petits pontons. Alors, on va cumuler à la fin du jeu les points des tickets, les points des pontons, tout ça, je vous passe les détails. Il y a 2 visites qui sont à la moitié et à la fin du jeu, qui vont se faire non plus en fonction juste d'une couleur, mais de toutes les couleurs à la fois. C'est pas des points de victoire que vous allez gagner, mais il y a une compétition de qui aura fait les meilleures visites arc-en-ciel possibles. Il y aura 15 points qui sont en jeu à celui qui aura fait ces meilleures visites-là, et 15 points à perdre pour celui qui aura fait les moins bonnes. Vous allez également avoir la possibilité, à partir du moment où dans un bateau, vous avez coché les 2 cases qui portent des sourires violets, de gagner un pouvoir spécial unique à déclencher à un moment. Par exemple, si je coche ces 2 cases violettes à l'intérieur du bateau jaune, je vais pouvoir à un moment dire, le dé que j'ai choisi, il fait plus 3. La visite que je fais faire à ce moment-là, c'est comme si j'avais un ticket de plus. Donc les gens qui débarquent pour marquer 9 points, admettons que j'ai 2 tickets dans mon bateau, donc je ferai 2 fois 9 normalement, là je vais dire, en fait j'ai un ticket en plus, je fais 3 fois 9. Ok, celui-ci c'est, les gens ils visitent pas un lieu qui est à 3 de distance du bateau, ils visitent un lieu qui est à 6 de distance du bateau. Le dé qu'on a mis au-dessus, vous allez dire, on peut s'en servir? Si, on peut s'en servir, on peut le prendre, mais on va faire cramer un peu du combustible pour ça. Combien? Autant que la valeur du dé vert. C'est pas ça? Eh non. À chaque fois je me plante. Alors attention. J'y arrive pas. Ce Si dé vert, il n'y a rien à faire. Attention, ça va être rapide. Ouais, si je choisis un dé au-dessus de la tuile, Ouais. je vais cocher 5 cases, c'est très fort. Et je vais cocher autant de cases que la valeur du dé. C'est Donc pas j'en comme- cocherai 5. C'est écrit dessus. C'est là plus le dé vert. Donc Oui. autant vous dire que vraiment j'étais pas bon. Je vais les cocher sur la piste de surchauffe qui est ici. C'est ça. Et à tout moment, peu importe le dé que je choisis, je choisis le 4 bleu, j'ai le droit de dire en plus, je prends le dé vert. Donc je vais cocher 7 cases chez les bleus, 4 plus 3. À partir du moment où tout votre combustible est cramé, Je peux plus le faire. c'est mort, les dés qui sont au-dessus, vous pouvez plus en servir, vous pouvez plus utiliser cette option-là. À vous d'avoir le meilleur score possible. À chaque partie, vous bougerez tout ça. La partie, combien de temps elle dure? Ça va dépendre. Si vous faites que des 1 et des 2 avec votre dé, le bateau, il va avancer très lentement, et donc, vous arriverez au bout dans une partie un peu plus longue. Si vous faites toujours 5 ou 6 avec 2 dés verts, le bateau va vachement avancer.
Et du coup, la partie prendra fin très vite. Le jeu, en fait, vous demande d'utiliser une notion de tempo. Est-ce que je sprint à utiliser mon bonus? Est-ce que je fais des visites dès le début du jeu avec très peu de visiteurs pour marquer des points? Ou est-ce que j'attends de faire des gros coups sur la fin? Parce qu'en plus, chaque visite successive doit être meilleure que la précédente. Genre, je marque 20 points sur une visite voilà. jaune, la prochaine doit faire au moins 21. Un peu Donc, comme dans la route des vignes. Voilà, c'est là où on voit que c'est le même auteur. On vous oblige à faire sans arrêt mieux. C'est Riverside. Franchement, c'est plutôt cool à jouer. Je sais pas si ça a une explosivité aussi forte que celle qu'on peut trouver dans Tréfuté, mais quand même c'est chouette. Thomas, je peux te laisser prendre le coup de fil? Alors que le téléphone sonne. Et voilà, ce qu'il est quelque part à 10h, un truc comme ça. Donc, Le téléphone sonne et Elif Sven sonne aussi. sonne aussi. On avait dit tout à l'heure qu'il y avait 2 jeux pour enfants qui sont sortis cette semaine. On va vous en parler d'un qui a une licence pour le coup assez badass. Ouais, c'est vrai, ouais. Minecraft. C'est génial. Minecraft. Je pense que régulièrement, tu vois, genre une fois par an, une fois tous les 2 ans, je me le relance et j'y passe beaucoup trop de temps. Mais c'est vraiment le jeu, j'ose même pas imaginer le temps que j'ai passé en tout dans ma vie. Genre, quand c'est sorti en 2011, j'ai passé des journées entières. Moi, c'est Slay the Spire. Ah, mais aussi. Je crois. Non, mais toi, t'es à 500 heures ou un truc comme ça? 500 ou 600. Là, en fait, j'ai joué vraiment quand il y avait que 2 persos, genre il y avait même pas de mode ascension et tout. Donc j'ai beaucoup joué à ce moment-là. T'as croisé un Et petit je suis gamin jamais trop hier, tu retourné. lui as dit que t'avais joué à Minecraft en 2011 et tout, et t'es genre ah ouais, c'est pas vrai et tout. C'est ça. Non, mais il y a un gamin qui rentre. En fait, le jeu, vous voyez, il est dans le meuble des nouveautés, juste là en face. Donc, il passe avec sa grand-mère devant le magasin, il fait « Ouah, il y a un jeu Minecraft, je vais rentrer, je vais demander ce que c'est. » Il me demande, il fait « Oui, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est ?» Je lui explique rapidement, parce que j'avais pas encore trop regardé ce que c'était. Et on discute un peu, c'est devenu mon pote. Ouais. Et il va chercher sa grand-mère, « Mamie, achète-moi le jeu. » Alors, évidemment, la grand-mère dit « Bon, bah, d'accord. » Merci, mamie. Voilà, merci mamie. Et elle fait « Ah, mais ça se joue que de 2 à 4, il faut quelqu'un pour que tu joues avec toi. » Je dis « Bah, tu vas jouer avec moi? »« Oh, certainement pas !» C'était une des pires anecdotes que j'ai eues au passe-temps. C'est toute une petite famille qui viennent, papa, maman, mamie, les 2 enfants, les enfants adorables. Ils cherchaient un jeu pour les enfants pour qu'ils puissent jouer ensemble. Et on fait le tour du magasin avec eux, et vraiment des gens charmants, enfin, comme 99% des gens qu'on a au passe-temps, et c'est franchement chouette. Oui. On leur conseille des jeux, il y a ci, il y a ça. Ils arrivent, c'est la mamie qui tient à leur acheter les jeux à la caisse. Et là, je crois que c'est la grand-mère qui tend la boîte aux enfants une fois qu'elle l'a payée. Et elle se retourne vers eux et fait « Tiens, vous arrêterez de faire chier vos parents quand ils veulent regarder la télé le soir !» Et bam, elle leur colle le jeu. Oh, twist à Saint-Tropez. J'étais là genre « Waouh, mais c'est horrible !» Et tu sais, mais vraiment en mode Allez, c'est bon, vous l'avez, arrêtez de nous faire chier. » Mais un truc, mais j'ai trouvé ça, mais atroce. Ouais, Voilà. ouais. Oui, Bon, on en est c'est pas bien. Alors, le truc qui serait drôle, c'est que le jeu soit genre 20 secondes de feu. Genre, Oui. ah ouais, bah, vous jouez, mais... Non, c'était Labyrinthe, je me rappelle. Ah oui, oh. Je me rappelle encore bien. Beaucoup joué à Labyrinthe aussi. Ah là là. Et tu faisais chier tes parents quand tu voulais regarder la télé? Voici Minecraft Heroes of the Village, a Minecraft Family Game. Des jeux de Minecraft, vous nous avez déjà parlé d'un qui est sorti il y a 2 ans, toujours chez Ravensburger, toujours un jeu de Knut Apple. C'était en plus dans un top des meilleurs jeux, je crois. C'est excellent. Ouais. L'autre est vraiment trop chouette en mode jeu à l'embras. Ça aurait pu être un classique de début des années 2000. Non, mais des fois, les jeux à licence, il y a des licences qui se portent bien. Genre, ouais, Minecraft, a priori, les jeux sortent et c'est bien. Genre, c'est les jeux Game of Thrones aussi, a priori, pour l'instant. C'est plutôt des bons jeux. Ah bah oui. Donc c'est chouette à voir. Non, le jeu à licence... Alors, c'est pareil, il faut regarder l'éditeur. Si c'est Topi Games, vous passez votre chemin. Attends, fais gaffe, je crois qu'il y a des avocats qui arrivent, on vient de porter plainte contre toi là. Ah, mais écoutez, voilà. Très bien, je ne recommande pas d'acheter des jeux de chez Topi Games. Allez hop. Voilà. Ensuite, par contre, si c'est Ravensburger, vous pouvez vous dire, tiens, ça tient sans doute la route, quoi. Sonic Super Teams, même d'ailleurs, moi j'ai joué, j'ai trouvé ça excellent. Le fait de dire, on joue en équipe, on fait avancer les hérissons des autres et il faut les faire avancer au pire moment, c'était chouette. Minecraft Heroes of the Village a Family Board Game, c'est un jeu coopératif qui clairement s'adresse à un public enfant. Familial. On est sur un jeu qui joue à partir de 7 ans, c'est écrit sur la boîte. L'idée va être d'arriver à reconstruire 3 bâtiments. Il faudra les reconstruire en posant sur cette tuile-là les petites pièces et pour essayer de refaire le pattern qui est indiqué dessus. Des gros cubes. Donc vous allez devoir
crafter des cubes pour arriver à les récupérer. Comment ça marche? Vous avez votre petit personnage. Alors, il est équipé avec un compagnon. Par exemple, ici, vous êtes une Irlandaise avec son chat. Très bien. Mais alors, c'est toi qui as fait la mise en place, et je sais pas si tu l'as fait au hasard ou pas, tu as choisi ces deux personnages-là. Un Mexicain avec un panda. C'est ça, mais non, et vraiment, est-ce que t'en as fait exprès ou pas? Non. Parce qu'en fait, ce personnage-là, c'était le skin de base que tu avais, genre quand tu te connectais à Minecraft il y a 10 ans, c'est cette tête-là que tu avais. Et après, tu pouvais changer l'apparence de ton personnage. Et ce personnage-là, c'est la même chose, même maintenant. Ok. Donc en fait, tu as choisi les deux personnages de base à Allez. une époque et maintenant. Version évoluée. Ouais. Vous allez pouvoir les prendre et à chaque tour, à chaque fois que vous allez jouer, vous allez pouvoir faire 2 actions. Des actions qui consistent à faire apparaître de nouvelles tuiles sur le jeu, sachant quand vous les ferez apparaître, vous allez devoir rajouter dans le sac des nouveaux cubes. Parce que voilà, l'autre action est de vous déplacer sur une case et de venir miner. Quand vous allez miner, vous allez piocher 3 cubes à l'intérieur du sac en espérant tomber sur la couleur de cube qui est indiquée dessus. En l'occurrence ici du bois, je pioche 3 cubes. C'est quand même les boules, dans le sac à la base il y en a 4 quoi. Et je suis pas tombé sur le bon. Ce qui va avoir tendance à exciter les vilains qui vont se mettre à avancer sur le jeu. S'ils arrivent dans notre jeu, c'est terminé. Par contre, si je tombe sur le bon, je vais pouvoir le stocker dessus. Il y a dans les cubes, quand je pioche un cube noir, ou si à la fin de mon tour je jette un dé et qu'il y a une phase de monstre qui apparaît, des monstres vont venir apparaître sur les tuiles. Des monstres qu'il faudra affronter plus tard avec des dés. Et si on arrive à les tuer, on va pouvoir récupérer des cubes noirs qui sont des jokers qui vont pouvoir remplacer des choses dans votre structure. À vous de voir au fur et à mesure, est-ce que je me déplace, est-ce que je vais miner, est-ce que je vais affronter un monstre, il ne faut pas qu'il y en ait trop. S'il y en a trop aussi au passage, ça va faire avancer les villageois d'autant de plus vers le plateau. C'est coopératif, à nous d'arriver à reconstruire nos petites structures, de prendre des décisions, sachant qu'en plus les bâtiments quand on les construit déclenchent des petits effets désastreux qui ont tendance à faire encore avancer les villageois vers tout ça. Les bâtiments, ils sont de difficulté variable, ils nécessitent plus ou moins de blocs, clairement. C'est donc ça, ceux qui sont là-bas, c'est pour faire un truc plus difficile. Exactement, parce que là tu sens qu'il faut 5 ou 6 cubes, là où dans ceux-là il en fallait que 4. Et à la fin on va vous en demander encore plus, d'avoir des redstone, tout ça à l'intérieur. Donc, ça va rajouter un peu plus de complexité dans le jeu. Et je regarde le plateau personnel, attends, laisse-moi deviner. À ton tour, tu fais 2 actions. Parmi 4. Soit j'explore, Ouais. soit je mine, soit je tape, soit je construis. Ouais. Et ensuite, je lance le Tu dé jettes d'action. le dé qui te dit Ok. soit il se passe rien, soit tu rajoutes des monstres sur les... J'ai pas lu la règle, mais c'est limpide. Et le compagnon a un petit pouvoir. Exactement. Ah, Pour le genre, coup. il y a un cube noir il y a un cube noir qui aura pas d'effet. Tu peux ignorer l'effet du dé quand tu fais attaquer. Une fois, tu peux dire j'ignore les effets du cube noir, ça quand tu les pioches. Vous avez compris l'idée. Les icônes sont claires. Bah oui. C'est bien. Et alors franchement, on l'a reçu hier à 14h, autant vous dire qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais ça m'a l'air tout à fait plaisant, cette Ouais, histoire. vraiment, on Est-ce en que fait une partie de suite, là je suis chaud. Est-ce que ça s'adresse à moi en tant qu'adulte? Bah, je vais m'en lasser sans doute un peu plus vite. Par contre, quand vous avez acheté un jeu, parce que voilà, comme la mamie hier, ouais maman, je veux un jeu sur Minecraft, eh ben c'est pas con, et il y a un jeu derrière, et vous pouvez jouer ensemble, et vous faire plaisir l'un comme à l'autre en vous disant, tiens, moi j'ai joué un truc qui est plutôt sympatoche, ouais, j'ai joué un jeu à Minecraft, j'ai reconstruit ça, j'ai affronté des monstres. Bien. Ouais, c'est parce qu'on peut dire des jeux de supermarché, genre des jeux assez basiques sur lesquels on met 26 licences différentes pour faire vendre. Ouais, Déjà, il y a des auteurs sur les noms des auteurs sur la boîte. Et voilà. Déjà, on se dit que potentiellement il y a des gens qui ont bossé dessus et ça sent bon. Les jeux ont beaucoup évolué depuis les années 80 où nous quand on jouait c'était pas ça du tout quoi, c'était des trucs beaucoup plus idiots, beaucoup plus bêtes. On avait j'avais un truc qui s'appelait Pasta Folie, c'était MB qui faisait ça. Fallait tourner et récupérer des pâtes avec une fourchette là. Il faudrait que je regarde une image de ça, vraiment ça m'intrigue beaucoup. C'était pas bien. Mon cousin il avait l'île infernale. C'était cool, j'aimais bien aller chez lui à jouer à l'île infernale. Et moi je vais le redire parce que du coup les gens ratent ça, rateraient ça. Est-ce que chez vous vous avez eu un petit jeu électronique où vous aviez un petit trampoline sur lequel vous deviez faire rebondir des billes pour arriver dans une cible? Et lorsque les billes arrivaient dans la cible, ça tombait du coup dans des petits trous et ça faisait engranger des points selon l'endroit de la cible où ça tombait. Et ça s'appelait comment ça? Aucune idée. Trampobilles peut-être. Non, je saurais pas dire. Est-ce qu'il y avait une pub à la télé? Il y avait toujours des pubs à la télé dans oui. les années 80 et ça c'était cool quoi. Ouais, avec une voix hyper grave. Trampoline! Tu vises ces trampolines, tu vises les trous et t'en mets partout, trampoline! Tu vises les trous et t'en mets partout, ok. Oui, bon, Oui, hein. un autre jeu. En jeu électronique, j'aime aussi le jeu électronique Apprendre ou à laisser. Voilà. Ouais mais ça t'as pas d'excuse, t'avais pas 4 ans quand c'est sorti ça. Ah non, mais je l'avais, j'y ai joué, hein, c'est ça le pire je pense. Cette semaine, dans la grande tradition des jeux des années 80 avec un matériel plastique délirant et qui sont faits pour des enfants, à être joués par des enfants, City Chase. mais qui soient quand même vachement moins cons, eh ben il y a City Chase, ou City Chase, voleur versus policier. C'est Korean Board Game qui fait ça. Et du coup, les auteurs, c'est des Italiens. Martino Ciacciara et Gabriele Mari. On est sur un jeu de chasse à l'homme. C'est-à-dire que vous devez, à l'intérieur du jeu, trouver
Où se cache la voiture du bandit dans le jeu? Non, oui, c'est... Ok, non, j'ai cru que tu filmais un truc, t'avais encore une blague à dire à côté. Non, parce que c'était par rapport, pareil, on recycle les blagues, on est très écolo ici de dire que bah oui, chasse à l'homme, on pourrait aussi dire chasse à la femme, mais bizarrement ça sonne très très pas bien. Non, comme quoi ça marche pas. Et, Ouais. si on veut essayer de diversifier, ça devient des trucs beaucoup plus sordides et sinistres. Et- On s'en passera. L'idée, c'est que moi, je vais être un voleur. J'ai une voiture qui est cachée. Ouais, justement, ce que j'étais en train de Je vais dire, aller là. où est la voiture? La voiture est cachée ici. Toi, Sébastien, tu vas avoir 3 hélicoptères que tu vas devoir disposer au début du jeu. Ton but va être d'arriver à me trouver. Ici, sur le bord du plateau, on a un compte-tour. Il faut que tu m'aies trouvé avant la fin du 11e tour. Ok. Je vais te demander de fermer les yeux Mhm. et tu vas devoir ensuite retrouver où est-ce que j'ai caché la voiture. On va faire une petite partie assez rapidement pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ça. Alors, Tu as- je ferme les yeux. Est-ce que tu as les yeux fermés? Ouais, ouais. En fait, c'est aussi pour ça qu'on retourne le site dispose, parce que hier j'étais vraiment misérable dessus, genre j'ai été ultra mauvais. Donc je préfère qu'on retourne la vidéo pour que je me ridiculise un peu moins. Déjà que les Olympiades, c'était Ok. pas fou. Tu peux rouvrir les yeux. J'ai caché la voiture quelque part. Tu peux maintenant disposer les 3 hélicoptères de part et d'autre du plateau. Ok, et bien là, tu vois, je vais carrément changer de stratégie. Je vais me mettre directement dans, Dans les les coins. angles. Voilà, comme ça. Et dans celui-là, je vais mettre un peu Au au coin. milieu. Je vais un peu le centrer. Moi, j'ai joué. Je me suis pour l'instant juste placé sur le jeu. C'est à ton tour de jouer. Pour le premier tour, tu peux faire les 2 choses suivantes. Soit te déplacer d'une case, fin de ton tour, avec chacun des hélicoptères. Oui. Et pour chaque hélicoptère, tu dois décider est-ce qu'il se déplace d'une case ou est-ce qu'il soulève un immeuble à côté pour regarder est-ce que je m'y trouve. Alors, qu'est-ce que tu fais avec l'hélicoptère de ton choix? Vas-y, Ok. je te laisse investiguer. Au premier tour, j'ai pas grand chose d'autre à faire, donc je vais par exemple regarder ici. Eh ben, j'y suis pas, figure-toi. Tu n'y es pas. Je vais regarder ici. Ah ouais, j'y suis pas Tu non n'y es plus. pas non plus. Et je vais regarder ici. J'y suis Tu pas n'y es non pas plus. non plus. Ok. Merci d'avoir joué, tu peux fermer les yeux, nous allons passer au 2e tour. Je vais maintenant, moi, soulever mon petit véhicule de police, qui donc j'ai laissé une marque jaune, pour indiquer à Sébastien si jamais un jour il tombe dessus que c'était le lieu dans lequel je suis parti, et je vais maintenant déplacer la voiture dans sur une nouvelle case du plateau, avec une marque grise, elles sont plusieurs à être grises, tu ne sauras pas exactement à quel tour je suis arrivé ici. Mmh. Tu peux rouvrir les yeux, Mais je saurais que tu y es passé. et maintenant tu peux commencer à fouiller. Ok, bah pareil, tu vois, je vais regarder un peu autour de moi pour Ouais. voir si je trouve une petite trace de pneu. Écoute, pour l'instant, tu ne me trouves pas. Et allez, disons, peut-être ici. Il Ok. n'y avait toujours Et rien. ben c'est pas bon, tu peux Je crois qu'hier, j'ai mis 4 ou 5 tours avant de trouver la première trace. fermer les yeux. Je vais ensuite me déplacer. Hop, je vais... Donc sachant que tu n'as pas le droit de repasser par un endroit où tu es déjà passé, donc tu peux te retrouver bloqué. Exactement. Et il faut que je fasse en sorte de ne pas me retrouver bloqué. Si jamais je m'enferme à la manière de Snake façon Nokia T9, j'ai perdu. Tu peux rouvrir les yeux. Ok, donc là, je vais commencer à me rapprocher en me disant, peut-être que tu es pas... Je vais quand même aller vérifier par ici, je pense. Mhm. Et le rose, je vais le ramener sur le bord par ici. Alors hier, tu as perdu parce que tu n'étais pas allé fouiller au centre du plateau. Je Ouais, ouais, tiens à te le dire. Ouais, mais je me dis que... Ah ouais, c'est Ok. vrai que tu as dit que Tu tu peux faisais refermer les yeux. plusieurs fois les mêmes choses. Tu tournais en boucle, donc ouais, peut-être que tu as refait la même. Ah, j'ai peut-être fait exactement la même partie qu'hier, si tu as bonne mémoire, ou j'ai peut-être fait autre chose, histoire de te tromper. Tu peux rouvrir les yeux. Clairement, City Chase, c'est du jeu qui est fait pour être joué par des enfants entre eux. Ah, Oh tu as trouvé mon point de départ. Ok, donc Hop. là, on est au tour 4. tu On as met placé- la marque sur l'immeuble pour indiquer que j'étais ici au tour 1. Là, je suis au tour 4, donc je peux me déplacer moi de manière orthogonale. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Tu vois l'idée? Ouais, ouais, ouais. Il va falloir chercher. Donc lui, tu l'as déplacé. Ensuite, les autres. Attends, lui, j'ai fouillé avec lui? Non, je sais plus. Non, pas encore. Non, j'ai pas encore joué avec lui. Non. Mais a priori, t'étais pas par là. Je vais quand même regarder là au cas où. Ok, Et non, j'y suis pas. Ok, donc t'es peut-être plutôt vers le Et bas si du tu plateau. tombes sur un jeton gris, tu ne sauras pas si j'étais au tour 2, au tour 3, au tour 4. Il va falloir que tu arrives à le Mais je déduire. sais que tu y seras passé, donc je vais plutôt m'avancer par là. Ok, très bien. Tu peux fermer les yeux. L'étau se resserre. J'arrête l'étau se resserre. J'arrête l'étau, c'est mon Dieu, mais quelle angoisse. Quelle horreur. Hop. Ah, c'est bon, tu peux rouvrir les yeux. Ok, alors là, fais gaffe à toi. Prends garde à toi. Regarde à toi. Ok, tu n'es Non. pas allé là. Parce que je me dis, forcément, tu es allé sur un des 3 immeubles autour, donc ça peut valoir le coup de vérifier. Je vais me rapprocher du centre. Ça se voit pas, mais je suis quand même un peu en stress, quoi. Ok, il est littéralement en sueur. Et tu te Je vais déplaces. aller là, ok. Très bien. Maintenant, je vais poser un jeton rouge lors de mes déplacements pour indiquer que j'étais à cet endroit-là à la moitié du jeu.
si jamais tu viens à me trouver. Mais je pense que tu trouveras pas ce jeton. C'est bon, tu peux rouvrir les yeux. Très très bien. Eh bien, regardons pour savoir si tu es parti vers le bas. Ok, tu es parti vers le bas. En début de partie, tu es allé par là. Ou alors... Ou alors, t'as vraiment fait un énorme... Ou alors je joue au Snake. Hein. Non, parce que, attends, t'étais pas ici, donc ça voudrait dire que tu aurais fait genre 1, 2... Attends, 1, T'as 2, soulevé 3, celui-là 4, T'as soulevé 5... Lui Ouais. J'ai soulevé au tour d'avant. T'es sûr? J'ai fouillé ici avec lui. C'est sûr. D'accord, très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est aussi un jeu de mémoire, hein, tu te démerdes. Hein. Moi, Ah oui. moi, je suis pas là pour t'aider. Hein. Non mais regarde, là tu es allé par ici. Ok. C'est vrai, je suis allé par ici. Ok. Ah non! Tout est plus clair à présent. Saleté, Ok. saleté, ferme les yeux. Mince. Oh C'est bon. la vache. Allez, J'ai lu des guides stratégiques hier. tour 7, tu peux rouvrir les yeux. Ah. Le syndrome de la tour 7. Donc ça, clairement, on est sur un jeu que vous allez pouvoir jouer avec un enfant, qui est un petit jeu de déduction. Et Donc, c'est assez réjouissant. Potentiellement au tour 6 t'étais là. Ok, t'étais pas là. Le matériel est chouette, l'ambiance est assez sympa. Alors les autres, qu'est-ce que t'en fais? Ah vas-y. Tu les Je vais déplaces quand regarder tu l'as là. fouillé? Non. Ouais, tu t'es barré par là, bah, je vais me déplacer. Ok, je vois exactement où tu es. Ah ben, je suis content pour toi. Tu peux fermer les yeux? Ouais, attends, je cadre, et voilà. Tu cadres et hop. Parce que en plus de jouer et d'essayer de gagner et de réfléchir à où est-ce que j'ai placé, tu dois cadrer les yeux fermés. Ouais, c'est Tout ça. un métier. Hop, c'est bon. Tu peux rouvrir les yeux. Tu es allé par ici, évidemment. Je Ok. suis passé par ici. Ça ne donne pas beaucoup Tu plus repasseras d'informations. par là. Et donc attends, 1, 2, 3, 4, 5. Le 6 était pas là. Donc ça veut dire qu'a priori t'es allé ici. Donc le 6 était là. Donc potentiellement tu pourrais être genre dans ce coin-là. Donc je vais aller, hop, je vais me rapprocher par là. Ah, ça craint! Ferme les yeux! Ça craigne des games. Oh la vache. Alors, hop, je me déplace. Et je viens là. Touk, touk, touk. Tu peux rouvrir les yeux. C'est ultra tendu. Ouais, Alors, ok. ça me plaît pas trop 1, tout 2, ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, tu peux. Ah, tu dois être dans ce coin-là. Oui, mais tu vas mettre du temps à y arriver. Ouais. Parce que tu peux pas faire les deux. Vas-y, t'es là. Oui! Salut! Merde! Yes! J'ai cru que t'allais avancer pour partir là-bas, moi. J'ai hésité. Mais ouais, en fait, moi je voulais vraiment trouver le point rouge ou vraiment voir ta trace pour. Il est là, le point rouge. J'ai fait un petit serpent de cet ordre-là. T'as fait un petit tourner-retourne. Et c'est tendu. Hein. Moi, j'espérais que tu trouves ici, que tu envoies les hélicoptères ici, que j'arrive à repasser. Parce que si je pars là-bas, je me coince et tu vas me coincer aussi, quoi. Alors, Ah! si jamais un jour, il devait y avoir les Olympiades 2, alors, et tu fais un city chase où, je sais pas, t'as quelqu'un, mais tu caches quelqu'un sous des boîtes, ou je sais pas quoi, il y a moyen de faire un truc rigolo. Mais je suis pas sûr que ça arrivera un jour. Un city chase géant. Ouais. Allez, on a des idées. Et les joueurs piloteraient des drones. Ah ouais. Pour ce passage. Et on chercherait Jacques Messrine. On chercherait Xavier Dupont de Ligonnès. Ah, ça serait top. Bon, et ben voilà, c'est City Chase. Vous avez compris exactement ce que c'est. C'est tout bête, il y a un côté un petit peu jeu pour enfants. Je vérifie que les micros marchent toujours. Oui, ça a l'air de marcher, je suis content. Espace saturé. Quoi? Non, c'est faux. Oh, C'est un la petit vache. prank, il y a une C'est le caméra. truc- C'est le truc qui est arrivé Regarde, hier. il y a une caméra juste là. Bien. Du coup, la caméra pas cachée, un concept de vidéo. Ça coûte 30 €, je trouve ça assez recommandable. Vous avez bien vu, c'est tout simple, ok, il y a du plastique partout et ça peut nous interroger en 2022. Mais pour autant, bah, c'est plutôt un chouette jeu. Un autre jeu qui a du plastique Ouais, partout. c'est pas le seul jeu, c'est pas le jeu dans lequel il y a le plus de plastique cette semaine. Là, pour le coup, on est sur Massive Darkness 2 Hellscape. Alors, si jamais vous écoutez en podcast, vous allez pouvoir remarquer qu'on a fait l'Open the Box hier. Donc vous allez pouvoir écouter l'ouverture de la boîte et Franchement, ouais. Un Open the Box en podcast, là on est sur le niveau 0 de l'intérêt ludique. Quoi. Et ben vous pouvez vivre cette expérience Des- en allant sur votre plateforme de Déjà que podcast préférée. les Open the Box, je trouve que c'est pas la chose la plus glorieuse qui soit arrivée à l'histoire des vidéos ludiques. Mais bon, écoute. Ah mais voilà en fait pourquoi j'aimais bien la boîte. Ça me fait penser un peu au style graphique de Hades. Complètement. Oui voilà, c'est pour ça que ça me titillait l'œil. C'est un jeu d'exploration de donjons, non pas, on va pas tomber sur des trolls et tout ça, on est plus dans le côté ange et démon, pour le coup, dans Massive Darkness 2. Alors, il y aura des scénarios, un setup, c'est un jeu coopératif, créé par toute l'équipe de Cool Mini Aeronaut et une flopée d'auteurs, je vais dire une flopée, mais non, c'est que Alex Olteanu et Marco Portugal, voilà,
qui porte le nom d'un pays, comme un peu comme France-Galles, qui porte le nom de 2 pays. De 2 pays à la fois. Oh, c'est quelqu'un, hein. Ouais. Hein, alors que vous appelleriez Belgique-Allemagne, Ouais. ça serait vachement plus triste que France-Galles. Jean-Jacques Espagne. Mais non, c'est qu'un seul pays. Ah, non, c'est- Massive Darkness 2, c'est un jeu donc d'exploration de donjons coopératif qui va reprendre des éléments un peu de zombicide, notamment au niveau de l'édition. Alors là, quand on parlait de plastique, hop là, vous allez en retrouver quelque peu à l'intérieur. Alors que revoilà la sous-préfète. La sous-préfète. La sous-préfète. Tandis que revoilà. Là, Ça. Et Simon a dit du mal de Mylène tout à l'heure, attention. Bon. On ne déclenche pas de combat de gays dans cette vidéo. Voici par exemple une des figurines de Massive Darkness 2. Est-ce que tu sais comment s'appelle ce personnage? Non. Il s'appelle Michel. Ah oui, Littéralement. c'est l'archange. C'est l'archange Michel. Et l'un des scénarios s'appelle Libérer Michel. Tu connais Radio Michel? C'est une radio qui ne diffuse que des chansons dans lesquelles il y a des Michel. Oui, il y a ça. Et il y avait. Oh non, mince, j'ai oublié. C'est Alors, Bid. Ah, Bid des musiques. Bid des musiques aussi, en web radio, très chouette. Un classique de l'internet. Vous avez donc tout plein de grandes figurines qui vont avec. Je vous les sors au passage pour les montrer, pour vous dire voilà qu'il y a du contenu. Alors, vous avez remarqué une chose, niveau thermoformage, on repassera. Les figurines sont quand même très chouettes. D'aucuns diraient que c'est pas de la qualité de ce que peut faire Mythic Game, tout ça. Ouais, mais quand même. Alors déjà, l'avantage, c'est que au moins leurs jeux sortent chez Combien. T'as pas vu ce truc là sur Darkest Dungeon Ah, qu'est-ce qu'il y a Darkest Dungeon? Oh bah le jeu a 1 an de retard, repayer des frais de port, machin, le jeu se fait review bombé sur Board Game Geek, tout le monde met 1 en disant salaud. Et c'est un peu les levées de bouclier. Bah, de toute façon, Kickstarter, je trouve que c'est quand même pour le consommateur, c'est pas une aubaine. Hein. Vous payez des trucs qui vont sortir dans 2 ans, que vous n'avez pas joué, dont la qualité n'a pas été approuvée. Enfin, moi, franchement, tous les gens sont enjaillés là-dessus à l'époque et ont dépensé des milliers et des cents. Je suis pas là pour dire on est une boutique, c'est mieux. Moi, je veux bien réfléchir sur la manière dont le système pourrait évoluer, mais n'allez pas me faire dire que c'est une avancée, pour les joueurs. En alternative, tu vois, t'as Matthew Dunstan, il propose des jeux à cocher en print and play. Et bon, voilà. Bref, tout ça pour dire qu'à l'intérieur, on va retrouver les petits boards qui vont permettre de gérer le niveau de votre héros avec des petits picots, votre équipement, votre stuff. La particularité qu'on peut noter dans Massive Darkness par rapport aux autres, c'est l'asymétrie des personnages. Vous incarnez du coup des bardes, des qui ont tous des façons un peu différentes de jouer, qui sont asymétriques. Certains jouent pour attaquer, lors des attaques, jouent à des petits jeux de prise de risque, à piocher des cartes en ne devant pas excéder un certain seuil, façon charlatan de Belcastel. Le Berserker, lui, va pouvoir changer des positions et va devoir choisir sur son petit plateau individuel quelle position il adopte, qui va lui donner des compétences différentes en attaque, en défense au fur et à mesure. Donc, quand vous allez créer votre équipe, les personnages, la manière dont vous allez jouer n'est pas la même que les autres. Les cases sont des cases d'ombre et de lumière. Hop là, j'essaie de sortir tout ça du plateau. De l'ombre ou de la lumière, lequel des deux nous éclaire? Ah, Calogero et Grand Corps Malade. Mais tuez-le. Vous avez donc différents plateaux que vous allez créer pour les différents scénarios, et en fonction du type de cas sur lequel vous êtes, ça ne sera pas les mêmes occurrences qui vont se passer là-dedans. On est clairement sur un truc qui est fait pour être fun. C'est du zombicide. Je me déplace, je tape des monstres, je leur pète la gueule. C'est pour le coup assez fun, assez amusant. Les monstres vous attaquent en jetant des flopées de dés, autant qu'il y a 2 joueurs. Si vous jouez à 5-6, vous allez jeter des flopées de dés, le chaos sera plus grand que si vous jouez à 2-3. Je pense, et dans les reviews que j'avais pu en lire sur BGG, en vidéo ou autre, les gens ont quand même l'air de dire que Massive Darkness s'adresse plus à des gens qui veulent jouer à un jeu à 2, à 3, à 4. Dans la base, dans le jeu initial, il y a une dizaine de scénarios, il y en a déjà 5 ou 6 qui sont disponibles en téléchargement sur internet. Si vous avez bien le côté Diablo, si vous êtes intrigué par ce côté, ok, on va tous jouer avec des façons un peu différentes de jouer à l'intérieur, que vous avez bien aimé Bloodborne, Zombicide, mais que vous pouvez pousser la chose un petit peu plus loin, et qu'au passage, vous voulez vous faire plaisir avec des figurines qui envoient un peu du pâté que vous pouvez vous amuser à peindre, eh ben sans doute, Massive Darkness 2 Hellscape Voilà, il y a de quoi faire. Hein. Alors en plus les scénarios, les monstres maintenant ont des façons différentes. Dans le premier, ils étaient un peu scriptés, ils faisaient des allers-retours. Là, ils ont des types de comportements un peu plus différenciés que dans le premier. En fonction de si vous affrontez le Minotaure ou Michel, on va vous dire, Michel il se comporte de cette façon-là, lui il se comporte de cette façon-là. Les boss et l'intelligence des ennemis a été revue par rapport à la première édition. J'ai envie de créer un jeu où tous les personnages ont des noms un peu désuets. Genre Clotaire. Alors, je t'attaque avec Placide et je reprends le dé de Marie-Thérèse pour te faire une injonction sur Robert et Germaine. Bien. On est bon, et il me semble qu'on a déjà vu pas mal de choses. Ouais, est-ce qu'il nous reste encore vraiment des trucs? Il nous reste ouais. au moins un jeu. Il reste au moins un jeu. On va terminer cette vidéo en parlant de Skytopia. Ouais.
qui va être juste derrière nous. Hop là. Et du coup, on disait, Massive Darkness, c'est 110 €. 110 €, Ouais. tout à fait. À ne pas confondre avec 110 Valentino, qui n'est pas un prix. C'est vrai. Alors qu'on pourrait confondre. Ouais, on nous demande pourquoi on parle d'elle, mais Tu pourquoi penses c'est que avec elle 110, je ne suis pas un numéro. Voici Skytopia, un jeu de Ivan Lachine. Oui. Qui a aussi un pays dans son nom. Exactement, avec des illustrations de plein de gens différents, dont je ne voudrais pas écorcher le nom, mais vous pouvez les lire vous-même à l'écran avec vos petits yeux. On est sur un jeu de type Gizmos, Splendor, ce qu'on appelle des jeux un peu de création de moteur, dans lequel on va un peu dépenser, non pas, là c'est pas des ressources, mais on va essayer de s'en débloquer un petit peu Oula. pour venir construire notre tableau. Et oui, parce que c'est le matin et on s'embourbe un peu. Oui. Blablabla. Tu t'embourbes dans ta langue. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? Bien joué. Bah oui. L'idée de Skytopia est que chacune, on va avoir devant nous un petit plateau avec des bases de tours bleues, jaunes, rouges et violettes. Et on va venir au fur et à mesure de la partie récupérer des tours qu'on va venir empiler sur notre plateau. Et on va essayer de venir récupérer au fur et à mesure 16 tours, si possible, celles qui vont nous rapporter le plus de points de victoire possible. Pour ça, on va venir placer des dés sur le marché de bouts de tours qui sont au centre de la table. Ce ne sont pas des dés qu'on va jeter, machin, on va décider de la valeur du dé quand on le pose. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est là où le jeu a quand même un système assez astucieux à l'intérieur. Vous allez poser, par exemple, moi je pose, je sais pas, un 5, pif, sur cette carte de tour violette. Bon, très bien. Sur le bord de la table, il est temps de vous présenter cette machine, la machine de Skytopia avec son golem dessus et sa petite roue crantée. Elle va nous indiquer le prix que je paye pour poser un dé. Tout simple, si je pose un 5, je dois payer 10 pièces. Si je pose un 6, je dois payer 6 pièces. Un 1, c'est 3 pièces. Un 2, c'est une pièce. Si je pose un 3, je paye pas. Et moi, vu que je suis une grosse radasse, Simonas la radasse, pif, je pose un 3 parce que je veux pas payer. Tu crois que s'il y avait un jeu comme ça sur le football, du coup, la roue aurait été N'Golo Kanté? On avance. Je posais mon 3 ici. Bien. A priori, c'est que je veux cette tuile, cette carte. On va tous jouer à poser nos dés. Suite à quoi, la roue va se mettre, je l'ai fait bouger, la roue va se mettre, à avancer. Regardez ici en haut, si on regarde, les gens qui avaient un dé posé sur la phase 5, désormais, au début de chacun des tours, tous les joueurs qui ont des dés sur la phase 5 vont récupérer la carte qui était indiquée sous eux. On l'a vu, c'est sans doute des gens qui ont décidé de payer 10 pièces. C'est-à-dire, je paye 10, mais immédiatement, ils vont pouvoir récupérer la carte qui est indiquée en dessous. Le joueur ici, en l'occurrence le joueur bleu qui avait posé son dé, va se le faire éjecter, récupérer 3 pièces. Une petite compensation. Ouais, une compensation, mais ça se trouve, son dé, il avait payé 6, 10 pièces pour le poser, donc il va se faire un peu avoir. Oh, tu peux aussi te dire, celui-là il va être construit au prochain tour, je mets mon dé sur la phase 0 en mode radasse qui coûte rien, comme ça, je récupère un peu d'argent. Autant vous dire que l'ordre du tour va avoir sa petite importance. Et vous allez récupérer cette carte pour venir la poser chez vous. Toutes les cartes déclenchent des petits effets spéciaux. Quand vous allez venir les déclencher, vous allez déclencher tous les effets spéciaux en cascade. Vous allez déclencher l'effet de votre base, puis celle-ci, puis celle-ci. En l'occurrence, ces deux-là, c'est les deux seules cartes qui n'ont pas d'effet, qui ont juste un effet de fin de partie. Mais là, c'est... C'est l'effet Bonaldi. Bah oui, voilà. C'est l'effet Bonaldi. Par exemple, si j'avais posé cette tour, tournez l'un de vos dés de 2 crans vers le niveau de construction. Donc, j'aurais pu tourner un 2, par exemple, en 6. Pour l'avancer. Ça, genre, je paye pas cher, mais j'accélère. Cette carte, je l'ai posée. La prochaine fois que je viendrai construire une tour orange, je pourrai refaire cet effet-là. Et comme ça, accélérer mes dés. Ce qui n'est pas couillon. Au bord de la table, on va jouer comme ça au fur et à mesure, les cartes sont remplacées. Au bord de la table, on a tiré au début de partie des missions qui vont vous demander ici de récupérer des couples de cartes de tours orange et violette. On va vous demander à l'intérieur de tours de poser des tours qui ont des drapeaux, enfin des symboles de blasons sur les boucliers qui soient différents. Donc, entre les blasons, les effets, les coûts de construction, où se placent les autres, on va essayer de s'en sortir. Et au passage, évidemment, on va essayer de se coincer, de faire en sorte que les autres aient posé des dés pour rien, et qu'avec la temporalité, on arrive à les éjecter, alors que ça fait 3 lunes qu'ils étaient posés là. Il faut aussi gérer l'argent et arriver à récupérer pas mal de sous. Ça, il y a plein de bâtiments, notamment les jaunes, qui vont vous aider à vous en sortir. Le système est astucieux de Skytopia. C'est 2-4 joueurs. Alors est-ce qu'il vaut mieux jouer à 2, à 3, à 4? Le marché est réduit selon le nombre de joueurs. Donc à 2, c'est plus réduit, histoire qu'on vienne s'embêter un peu plus. À 3, à 4, on rajoute des colonnes dans le marché. Ok, il y a plus la place, mais pour autant, on est plusieurs à se placer. Ça va chouiner dans les chaumières. Je pense que à 2, c'est sans doute une des configurations les plus chouettes pour jouer à Skytopia. C'est 35 €, ce qui pour un jeu dans lequel il y a pas mal de cartes, des plateaux et des dés,
est vraiment pas cher de nos jours. Les Oui, dés c'est vrai en sont- fait, ouais. Ouais, les dés sont un élément qui coûte assez cher à fabriquer dans un jeu. Souvent, quand vous achetez des jeux dans lesquels il y a plein de dés, votre jeu vous le payez assez cher. Bah C'est- ouais. Je crois que les gens étaient choqués du prix de One Card Dungeon dans le sens où il y avait une carte et je crois que c'était 12 dés à l'intérieur. Mhm. Et le jeu était vendu, est vendu 10 euros. Ouais. sauf Et en que- fait, nous les dés, si on les vend à l'unité à côté, bah déjà rien que 12 dés, ça vaut 6 euros. Ouais, voilà. Donc le fait de le mettre dans une boîte, C'est d'avoir ça, des c'est règles ça. du jeu et d'avoir des gens à rémunérer, Voilà, bon. Donc vous avez compris l'idée de l'économie de la chose. Les dés sont un élément qui fait monter rapidement le prix du jeu. Voilà ce qu'on pouvait vous en dire sur les sorties de cette semaine. Il y en avait quand même une vingtaine. Hein, ouais, mine de rien. ouais, c'était. Là, les gens retrouvent un petit peu, je pense, ce qu'ils aiment bien, un petit c'est dispo d'1h30 pour leur vendredi. Oh la vache. Et je vais aller mettre ça en ligne maintenant. Évidemment, nous, le truc qui, pour moi, semble sortir du lot dans tout ça, c'est Maudit Maudit. Ouais. Je trouve assez fédérateur. Ouais, la gamme univers, je pense, bah là justement, je vais pouvoir aller jouer à Sylvion et rapidement, j'aurai envie de tester Castellion et Aérion. C'est les trois qui me font le plus envie. Mais je pense, pour les gens qui aiment bien jouer en solo, ça va leur parler. On est bon, on va Bon. pouvoir les mettre ça en ligne, tout ça, machin. La miniature est déjà prête d'hier soir. Ouais, dans les trucs qui arrivent, évidemment, ce soir, les Olympiades, ne nous spoilez pas. Et voilà. La finale des Olympiades. Et mardi soir sur Twitch, Mardi soir, live, 19h. ouais, c'est ça, live d'initiation d'Horreur Arkham, le jeu de cartes. À On notre va- nouvelle collègue Christy. C'est ça, elle m'entend en parler tous les jours, à peu près 24 fois dans la journée, donc elle a Oh, envie d'y yes. jouer, voir ce que c'est. Donc avec Nico, on va lui expliquer les règles du jeu, on vous les expliquera en même temps, et vous allez pouvoir découvrir ce que c'est et pourquoi on aime ça. Parce que c'est Arkham JCE qui a de très chouettes chaînes YouTube qui en parlent en long, en large, en long, en travers. Bon, hein, vous avez compris l'idée. Il est temps pour moi d'aller encoder tout ça, de mettre tout ça en ligne. Je vous souhaite un bon vendredi. Ces jeux-là, vous pouvez nous les commander. Ça, vous êtes 20 000 abonnés à la chaîne. J'ai déjà dit au début. Il est temps d'arrêter cette vidéo, déjà beaucoup trop longue. Amusez-vous bien avec tous ces jeux. Passez un bon week-end. Salut!